Viens en Call Elite pour la 5e fois et pas la dernière, le light novel de Classroom of the Elite nous réunit pour un nouveau résumé. Dans le volume précédent, le couple Karuizawa et Hirata a été démasqué. Toute cette mascarade a été initiée par Karuizawa qui voulait se protéger d'un éventuel harcèlement. Malheureusement, le monde étant méchant, ce qu'elle craignait arriva, mais notre cher protagoniste slash psychanalyste est devenu le nouveau protecteur de Karuizawa, mais avec une contrepartie. Lors du dernier examen, Ryuen a enfin pris sa revanche sur la classe D. Une vengeance indirecte, mais il a montré qu'il était le plus fort en reportant haut la main l'examen des VIP. Tout cela en affirmant en avoir gardé sous la main. Mais pour Ayano Koji, ce résultat n'est pas net. Quelque chose se trame et des suspicions demeurent quant à l'existence d'un traître. Mais en fin de tome, notre attention va être redirigée vers une menace ouverte de Ryuen envers Horikita, lui disant que maintenant il va lui mener la vie dure. Comment Horikita va-t-elle donc réagir dans ce nouvel examen? Entre potentielle trahison, cohésion de classe, attaque physique et psychologique, aura-t-elle les épaules pour le supporter? C'est ce que nous allons voir dans ce volume 5 portant sur le festival sportif avec une fin sensationnelle. Et je sais que vous ne voudrez pas rater ça, donc sans plus attendre, commençons. Ce chapitre débute vraiment comme dans l'anime avec l'explication sur la manière dont il fallait procéder pour trouver l'identité des cibles. Avec le numéro du signe astrologique et la position de l'élève dans la liste envoyée par l'établissement et non avec les planètes comme dans l'anime. Ça suppose que Ryuen a trouvé ça comme ça, mais il n'y avait rien qui permettait d'en être sûr, comme ils le disent. Et qu'il aurait fallu avoir au moins 3 cibles d'autres classes pour en avoir vraiment le cœur net. En tout cas, Hirata se réjouit de pouvoir parler aux 2 voisins de classe comme cela et que la priorité est de consolider ce groupe. Ayano Koji nous dit que Horikita a été forcée d'admettre qu'elle ne pouvait pas se battre seule, en témoigne sa présence. Dans l'anime, il n'y a pas ce passage, mais Hirata trouve que Karuizawa s'en est bien sorti et a ramené des points à la classe. En se collant à son ancien petit ami qu'elle appelle par son prénom, elle se targue d'être une bonne comédienne et rajoute que ce qui a aussi aidé, c'est que quelqu'un avait trahi avant. Bref, encore un passage qui n'est pas dans l'anime, mais qui a son importance selon moi, c'est Hirata qui pense à l'avenir. J'ai une proposition à te faire. Horikita resta silencieuse et ne répondit pas, montrant qu'elle est en tout oui. Tout d'abord, afin de réunir la classe, je voudrais rallier Kushida à notre cause. Je pense qu'elle peut atteindre des élèves que nous ne pouvons pas, comme Ike et Yamauchi. D'emblée, d'autres gens suivraient le mouvement. En effet, celle qui était la plus qualifiée pour réunir tous les élèves était Kushida. Mais Horikita était-elle prête à l'admettre? Depuis le début, leur relation était au plus bas. Tu as raison, mais ça ne sera pas nécessaire. Nous pouvons le faire nous-mêmes, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Karuizawa et toi. Avec vous, nous pouvons contourner ce problème. Elle me regarda du coin de l'œil, c'était vraiment malvenu de sa part. Je vous le redis pour la énième fois, j'aime vraiment trop leur dynamique. Dans le LN, tu captes vraiment que Horikita et Koji sont de mèche, et elle assume clairement prendre les décisions, même si ça vient d'Ayano Koji. Et tout ça fait écho au premier ou au deuxième volume, je sais pas, où il y a la discussion avec Shabashira. Non, vraiment, j'aime trop. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à ressortir de cette discussion. On passe maintenant en salle de classe, où vraiment l'anime est fidèle à 95%, mais il manque des détails, et je vous remets dans le bain. Shabashira nous dit que dans ce début de second semestre de septembre à octobre, plus de cours d'EPS en prévision du festival sportif. Donc il y aura un changement d'emploi du temps. À noter qu'elle n'utilisera pas le mot examen spécial. Donc ce qu'on a, c'est 2 équipes. La première, c'est la blanche avec la B et la C, et la deuxième, c'est la rouge avec la A et la D, et que c'est interclasse. Suite à cette annonce, Ayano Koji dit que sa camarade feignait la sérénité et qu'elle paniquait et que c'était sûrement dû à la présence de Horikita fils. Comme dans l'anime, il lui dit que ce sera une occasion et elle réagira comme on a pu le voir dans l'épisode. Concernant les points, dans l'anime, on n'a pas trop le temps de le voir, donc je vais vous mettre une liste qu'on peut avoir dans le LN. Shabashira indique également que l'équipe gagnante ne gagne rien. Elle doit juste éviter de prendre un malus de 100 points. Pour Ayano Koji, le lycée ne laissait pas les élèves se la couler douce, car même si tu gagnes avec ta classe, ce que tu gagnes ne compense pas ce que tu perdras avec l'équipe rouge. C'est vraiment tout mettre en œuvre pour gagner. Plus tôt, on a vu que ton classement apporte des points à ton équipe. Mais on apprend également qu'à l'échelle individuelle, ton classement détermine le nombre de points attribués. Ou alors, écoutez la dinguerie, ils te sont retirés. En gros, ceux qui ne sont pas dans le top 3 à chaque épreuve, c'est moins 1000 points. Et en plus, MDR, si t'as pas assez, c'est moins 1 point sur un examen écrit. Mais c'est de l'acharnement. Mais pour le top 3, c'est tout bénef. T'as la possibilité soit de prendre des points privés ou des points pour un examen écrit. 5000 ou 3 points pour le premier, 3000 ou 2 points pour le deuxième et 1000 points ou 1 point pour le troisième. Non, c'est chaud, hein. Et les 3 meilleurs élèves de chaque niveau d'études reçoivent 10 000 chacun. Et quand tu penses que c'est fini, ça ne l'est pas. Le meilleur élève,
tout niveau confondu, à 100 000. Pour avoir une idée du taux de change actuel, 100 000 points, soit 100 000 yens, ça équivaut à 600 €. Voilà. Juste ça. Et c'est toujours pas fini, car les 10 derniers de chaque niveau d'études auront une pénalité. Et pour les secondes, comme dans l'animé, on apprend que c'est 10 points chacun au prochain examen écrit. Et 10. Et vous savez pourquoi je suis bête? Parce que j'avais oublié que c'est au Japon. Parce que j'étais en train de me dire, ah ouais, en mode si t'as 15, mais au final, en fait, t'as 5. Alors qu'au Japon, c'est par 100. Bref, 2 catégories de preuves, obligatoires et optionnelles. Dans la première, t'as 100 mètres sprint, course de haie, capture de drapeau, lancer de balles, tir à la corde, course d'obstacles, course à 3 pieds, bataille de cavaliers et 200 mètres sprint. Dans le deuxième, t'as chasse au trésor, tir à la corde, course à 3 pieds mixte et relais sur 1200 mètres mixte avec toute année confondue. La professeure principale demande aux élèves de remplir minutieusement le tableau de bord avec tous les participants avec ordre de passage et pour l'envoyer, c'est à partir de 7 jours avant le festival jusqu'à 17 h la veille. Dans le cas contraire, les sélections seraient aléatoires. Il fallait donc mettre une stratégie pour éviter au max le malus, dira Monsieur Kujo citant Ayano Koji. Orihita pose une question sur les modalités en cas d'incapacité de participer. Shabashira lui répond en gros, il n'y a pas d'alternative, débrouillez-vous. Sauf avec les épreuves optionnelles où les changements sont possibles, mais moyennant 100 000 points. Elle dira que ça a été mis en place pour éviter les abus. Fin de la vie de classe, 20 minutes de temps libre accordé par Shabashira qui leur dit qu'après, il y a rendez-vous dans le gymnase avec tous les élèves de l'établissement. Ike vient vers Orihita avec la volonté de trouver un moyen pour gagner et pareil pour Sudo. Elle s'exaspère de toujours attirer ce genre de personnes avant d'ouvrir un cahier pour écouter leurs propositions. Elle n'était pas fameuse. Avec Ike qui veut gagner en s'amusant et Sudo qui veut faire toutes les épreuves générales. Pour Sudo, elle n'y voit pas d'inconvénient vu ses capacités. Intérieurement, Ayano Koji dira être du même avis. Ce n'était pas le cas d'Ike et Yamauchi qui étaient mécontents avec raison selon leur point de vue, car eux aussi veulent des chances de gagner des points. Malgré qu'Orihita avec qui j'étais d'accord ne leur dise que ça réduirait les chances de la classe D, elle décidera de couper court à la discussion et Ayano Koji révèle intérieurement que ce sera un dilemme pour la classe D, car Ike et Yamauchi ne seront pas forcément les seuls à protester contre un Sudo qui effectuerait toutes les épreuves optionnelles. Et avant de reporter la discussion à plus tard avec toute la classe, elle dira qu'elle soutiendra sa participation, mais ça ne veut pas dire qu'il les fera toutes car il y a le facteur fatigue à prendre en compte. L'histoire totalement inédite pour les animés only, comme annoncé plus tôt, prend place dans le gymnase. Plus de 400 personnes, les élèves répartis dans leurs camps respectifs, une Orihita agitée qui semblerait, selon Koji, rechercher son frère. Et il fit la remarque intérieurement qu'elle n'a jamais fait le premier pas, c'était toujours son frère qui le faisait. Ensuite, on pourrait s'attendre à ce que le leader de la classe rouge soit le président du BDE, mais ce ne fut pas le cas. Mais plutôt un dénommé Fujimaki en terminale de la classe A, qui pour sa première intervention dans le LL cherchera à éveiller les consciences de ses jeunes alliés, en conseillant de garder à l'esprit que chaque épreuve ou examen est une bataille où se joue l'avenir et suggère de se réunir par année d'études pour planifier des stratégies. Ayano Koji constate un fossé dans l'organisation entre les secondes A et D, avec la D qui semblait être nerveuse d'être à côté de l'élite. Mais ils peuvent compter sur le bon délégué pour mener à bien la coopération interclasse avec Katsuragi qui propose une trêve. Même si la confiance n'était pas de mise selon Ayano Koji. Et là, soyez attentifs. De toute façon, vous n'avez pas le choix vu que c'est pas dans l'anime. Ike demande pourquoi une certaine fille était présente. Sans trop de description, Ayano Koji appuie sur le questionnement d'Ike et que ça devait être aussi le cas d'Orihita. Un peu plus loin, il semblerait que la classe B et C avaient des problèmes de coopération. En témoignait le court échange entre notre cher Ichinose et Ryuen. Avec ce dernier ignorant totalement les tentatives de coopération de son homologue sous prétexte qu'elle se méfierait de lui quoi qu'il arrive. Et que c'est sans intérêt. Tout cela en emmenant toute sa classe en file indienne pour quitter le gymnase. Et Karuizawa semblait arborer une mine sombre sûrement à cause de Manabe et compagnie. Et pendant un bref instant, Manabe a regardé Karuizawa. Bref, Orihita soulève les problèmes apparents entre la classe B et C. Et Katsuragi lui répondit. Vu que nous sommes alliés, je préfère vous prévenir. Ne sous-estimez pas Ryuen. Il donne l'impression de tout prendre à la légère, mais il suffit d'un faux pas pour que l'on se retrouve pris dans son piège. Alors fais en sorte que ta classe ne baisse pas sa garde au risque de se retrouver hors jeu sans avoir compris ce qui lui est arrivé. Je te remercie du conseil, mais j'ai l'impression que ça sent le vécu tout ça. Je t'ai prévenu. Ne rentrant pas plus dans les détails, Katsuragi repartit à sa place. Ryuen a-t-il déjà commencé à agir? C'est une élève de notre équipe qui avait murmuré cela après avoir assisté à la scène entre la classe B et C. C'était cette fille qui se tenait un peu à l'écart de sa classe et que j'observais avec curiosité depuis tout à l'heure. Elle était assise toute seule, les yeux baissés avec dans ses mains une canne. Peu importe sous quel angle on la voyait, on pouvait voir qu'elle avait des problèmes pour marcher. Voici Arisu Sakayanagi. Elle est handicapée, ce qui l'oblige à rester assise. Merci de votre compréhension. Enfin, Arisu, qui est la prononciation japonaise d'Alice, mais tu connais, c'est déjà trop ancré, donc je peux pas dire
dire Alice. Donc voilà sa première apparition. C'est pas comme dans la saison 1 avec l'échiquier, non plus sous la pluie, c'est là. Et plongeons dans les pensées d'Ayano Koji lors de l'introduction de Sakayanagi. C'était le leader de l'autre faction au sein de la classe A qui se disputait le pouvoir contre la faction Katsuragi. Elle était si menue, si frêle que l'on pouvait comprendre pourquoi elle n'était pas venue sur l'île. Qui plus est, elle avait du mal à se tenir debout, c'est pourquoi on lui avait préparé une chaise. Les élèves non loin d'elle ne pouvaient s'empêcher de la regarder, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier le moins du monde. S'était-elle teint les cheveux, car ils avaient une couleur argentée, et c'était ce qui la démarquait des autres. S'ajoutait à cela une peau d'un blanc immaculé, on aurait vraiment dit Arisu au pays des merveilles. Bon, j'avoue que ça sonne pas très bien, mais je reste fidèle à ce que je lis. Donc elle provoque l'émerveillement chez les garçons de la classe D avec sa beauté et s'excusera d'être une nuisance pour les deux classes. Et notre gentleman et délégué Hirata dira que rien ne sert de s'en excuser, personne ne la blâmera. On a ensuite une analyse d'Ayano Koji très intéressante. Il dit que cette fille est le contraire de ce qu'avançaient les rumeurs. Elle est polie et mature et que sa prestance imperceptible pour des ignorants comme Ike et compagnie est due au fait qu'elle arrivait à avoir la majorité de la classe qui lui était fidèle, malgré un Katsuragi toujours sur le devant de la scène qui donnerait l'impression que sa faction domine. Ayano Koji se demande si elle a fait exprès de se montrer pour que la classe D comprenne l'étendue de son influence et que cette influence n'était pas due à sa beauté mais à des raisons obscures selon lui. Et que les échecs répétés de Katsuragi y sont aussi pour quelque chose, lui qui avait toujours établi des stratégies solides. Et écoutez bien, et c'est là où c'est intéressant, sans pouvoir l'affirmer, Ayano Koji semble dire que Sakayanagi y est peut-être pour quelque chose. Ensuite, Katsuragi et Hirata s'accordent. Je le dis grossièrement, mais ils s'accordent pour que chacun se mêle de ses oignons. Une démarche qui a pour but d'éviter les fuites, mais ils s'accordent quand même pour qu'ils organisent des réunions des fois. Des réunions pour les épreuves de groupe, bien sûr. Toujours dans le gymnase, alors que dans l'anime, c'est dans les couloirs. On a une discussion entre Ayano Koji et Horikita. Ayano Koji, quelles méthodes sont possibles pour gagner ce festival? De son côté, Horikita essaie de trouver les voies du succès. Vu qu'on parle de festival sportif, j'imagine que chaque classe essaye de chercher les élèves les plus athlétiques en son sein, tu ne crois pas? C'est logique, vu que ce festival se base sur les compétences physiques. Outre cela, je ne vois pas quels critères prendre en compte, hormis la chance. La chance? Elle ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, mais oui. La chance pouvait jouer, mais je n'avais pas lui donner tort là-dessus. Je ne veux pas être dans l'incertitude. Je vais procéder méthodiquement pour ne pas qu'il y ait de place à la chance. Il y avait tellement de possibilités que l'on aurait pu entrevoir durant les épreuves de l'île déserte et du bateau. Cette fois sera la bonne. Était-ce à cause des échecs répétés qu'elle voulait maintenant la jouer fine? En tout cas, Horikita devenait de plus en plus obsédée par la victoire. Je reprends un peu la main. Ayano Koji lui demande quelle est la différence entre ce festival et les examens de vacances d'été. Rien, répondra-t-elle. Alors que pour lui, c'est différent. Le point de départ diffère car ce n'est pas un examen spécial et pour preuve, sur le polycopier, cette mention était absente. Elle ne voit pas là où il veut en venir. Il dira que comparé aux autres examens où il est possible d'utiliser ses points, tricher ou trouver des combines, là, ce n'est pas le cas, c'est pour ça que ça diffère. Et pour elle, le but est juste de se préparer pour avoir de bons résultats. Il dira que c'est en effet de ça dont il parle. Elle va réfuter en disant non, toi Ayano Koji, tu fais pas de préparation. Tu cherches des astuces pour prendre l'épreuve à contre-pied. Elle n'a pas tort, mais lui ne voyait pas la différence. Elle lui dit que dans le cas présent, la préparation serait qu'on analyse les sportifs des moins sportifs dans les autres classes et élaborer une stratégie. Il constatera qu'elle voulait désormais arrêter de foncer juste tête baissée et avoir le contrôle sur tout, c'est-à-dire avoir un visuel sur les forces et faiblesses de toutes les classes. Il dira intérieurement ne pas contredire car il y a toujours deux manières de gagner et qu'elle ne semblait pas encore avoir choisi entre y aller frontalement comme Ichinose et Katsuragi ou avec la ruse comme lui et Ryuen, mais que sa stratégie était difficile à mettre en œuvre. Et dans leur échange, il est en train de la mettre en garde, et c'est limite s'il la considérait comme une bête, c'est mon interprétation. Pour toi, quel est l'avantage de la classe D? Les querelles entre la classe B et C. Pendant un bref instant, je pensais l'ignorer, mais j'ai changé d'avis. Horikita Suzune était une fille ayant vécu dans la solitude jusqu'à maintenant et son champ d'analyse était très restreint. Tu essaies d'élargir ton champ de vision pour gagner, mais je pense malheureusement qu'il est encore bien étroit. Ryuen et Ichinose n'ont pas coopéré, ce qui est encourageant. Ryuen a bien rejeté sa proposition, il me semble, non? Tu le penses vraiment? C'est une possibilité que Ryuen et Ichinose puissent se réconcilier en trouvant un terrain d'entente. Ichinose ne l'aime pas particulièrement, mais pour la victoire, elle serait prête à s'allier avec lui. Mais est-ce mal de partir du principe qu'ils n'ont aucun atome crochu? Voilà pourquoi tu as une vision bien étroite des choses. J'attends alors ta vision des choses. Ce qu'il faut penser à l'heure actuelle n'est pas de connaître les tenants et aboutissants de sa relation avec la classe B, mais se dire que la classe C a sûrement déjà pensé à un plan pour gagner. Si ce n'était pas le cas, Ryuen n'aurait pas refusé le dialogue. Du coup, il pourrait aussi totalement nous mener en bateau et en ayant mis ce rejet d'alliance en scène. C'est quand même très peu probable. Dans ce cas, quel est l'intérêt de se préparer pour un éventuel incendie ou tremblement de terre vu que la probabilité est faible si on suit ton raisonnement? Tu
n'a pas l'air de saisir le concept de se préparer à toute éventualité. C'est... Non, il est cru, hein. Mais c'est nécessaire, surtout avec des gens ayant le caractère d'Orikita. Faut un peu les choquer par moment. Et il lui dira que Ryoen a souvent plus d'un tour dans son sac pour gagner, et Ayanokoji suggère de se préparer à éviter l'échec, sauf que Orikita ne comprenait pas pourquoi il fallait partir du principe qu'ils perdront. Ayanokoji était curieux de savoir jusqu'où cette fille irait, sauf que nous aussi, on veut savoir jusqu'où toi tu iras. Car plus tard dans la journée, à la fin des cours dans sa classe, en ayant son casque sur la tête, il ouvrit un fichier reçu pour vérifier la situation. Il dira qu'à la base, il pensait élaborer 2-3 petits pièges, mais était satisfait de la tournure des événements et ne trouve plus ça nécessaire. Sur le chemin vers les dortoirs, il croisa sa professeure principale avec un tuyau d'arrosage qui dit être très sollicité à l'approche du festival et que ça fait aussi partie de son boulot. Elle trouva inhabituel de le voir près du bâtiment vu qu'il se dépêche souvent de rentrer et elle lui demande s'il a fini les préparatifs. Il répondra qu'il a plus ou moins compris, à moins que ce ne soit pas assez pour elle, demandera-t-il. Franche comme à son habitude, elle dira qu'elle pense qu'il fera quelque chose sortant de l'ordinaire. La réponse d'Ayanokoji n'allait pas dans ce sens. Et au moment de rebondir dessus, elle coupa net. Et Ayanokoji comprit qu'elle voulait remettre sur la table ce sujet. Mais le regard du protagoniste l'en a dissuadé. Mais ça sera intéressant pour vous d'être en immersion sur la fin de leur échange et ce qui va aussi conclure le chapitre 1. Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit plus tôt, mais je suis libre de faire les choix que je veux. Certainement, je devrais te laisser faire. Cependant, si tu continues à rester aussi inoffensif, ça ne sera plus le cas. Je n'aurai plus aucune raison de te protéger et je t'abandonnerai. Pour un professeur ordinaire, ce serait dommage que tu ne produises pas des résultats dignes de mes attentes. Je n'avais que faire de ces attentes égoïstes. Sentant l'irritation monter en moi, j'ai décidé de me retirer. Si seulement elle n'avait pas mis ce sujet sur le tapis, j'aurais pu m'en aller sans être dans cette situation agaçante. Ce problème était inévitable et qu'une question de temps. Veuillez m'excuser, fais attention à toi. Tandis qu'elle affichait son inquiétude, je me dirigeais vers les dortoirs en parcourant les 100 mètres restants. Ah, j'aime cette mise en bouche! Car contrairement à l'anime, il y a une concertation avec les terminales, la classe A et la première introduction de Sakaya Nagi. J'apprécie aussi que depuis 2-3 volumes, on ressente la pression constante sur Ayanokoji de la part de sa professeure. Cette pression de devoir faire les efforts pour éviter l'exclusion. Et il n'y est clairement pas insensible, ça rajoute de la tension à voir ce que ça va donner par la suite. En ces débuts de chapitre, la classe D débat sur 2 points pour le festival. Décider de l'ordre de passage pour les épreuves générales, puis de ceux qui participeront aux épreuves optionnelles. Ce qu'on ne sait pas dans l'anime, c'est que Shabashira est assise au fond de la classe pour observer. Hirata, comme dans l'anime, met le sujet sur la table et on nous explique qu'ici, il a écrit au tableau « lever la main » et « compétences ». Ces 2 mots représentent les stratégies de sélection des candidats et il dira que les deux ont leurs avantages et inconvénients. Pour le premier, tout le monde peut choisir, mais le problème c'est le nombre de places limitées. Et le deuxième, c'est plus rationnel car ça se base sur les compétences, mais ça néglige les moins forts et peut créer des frustrations. Il dira être ouvert à d'autres suggestions. Sudo interviendra pour dire que vaut mieux choisir les plus forts. Dans la classe, ça peste un peu chez les filles, mais elles l'admettent. Pareil pour Yukimura. Puis on a l'intervention de Orikita qui est pareil, sauf que là, elle impose pas sa vision, mais elle suggère. Et le débat ici est d'étendre le système de sélection par compétences aux épreuves générales. Et c'est là qu'on a aussi Shinohara qui dit vouloir aussi avoir ses chances de pouvoir obtenir des points privés et même des points aux examens. Pour Orikita, ce n'est pas une excuse, elle n'a qu'à réviser. Et d'autres personnes étaient d'accord avec elle, mais d'après Ayanokoji, c'était majoritairement ceux qui étaient bons en sport. En tout cas, moi je suis d'accord avec Orikita. Le débat a pris fin, c'est important de le mentionner contrairement à l'anime. Et voici un petit passage pour la suite. J'en ai vraiment marre de parler avec des gens à problème. D'ailleurs, tu n'as pas l'air de te sentir concerné par l'événement. Si tu as le temps de jouer avec ton téléphone, tu pourrais peut-être nous aider à échafauder des méthodes pour gagner. J'ai confiance en Hirata et toi, tu sais. Je verrouillais l'écran de mon portable et le plaçais dans la poche. Au moment où je pensais à la discussion finie, j'entendis quelqu'un répliquer. Hein? Attends, tu crois vraiment que négliger une partie des élèves est pour le bien de notre classe? C'est incompréhensible. Oui, c'est donc Karuizawa qui intervient et comme dans l'anime, interpelle Kushida pour la faire participer. Et je vous résume pas ça car l'anime est fidèle. Juste avant de procéder au vote, t'as Orikita qui dit à Ayanokoji de la faire taire sous prétexte qu'il a noué des nouveaux liens avec elle. Et ça m'a fait trop rire. Donc, 16 votes pour Orikita, 13 pour Karuizawa. Et Ayanokoji nous dit que pour cette dernière, ce sont plus des votes sous influence que d'adhésion. C'est-à-dire l'influence de la go, quoi. Donc, la classe décide que les meilleurs seraient sélectionnés pour les épreuves générales et optionnelles. Pour ces dernières, Sudo en full intimidation dit qu'il participera à toutes les épreuves. Orikita veut participer au plus d'épreuves possibles également. Et on apprend que seulement un tiers des participations avaient été remplies pour les épreuves générales. Sudo confronte violemment Koenji, notamment sur sa passivité lors des votes. Et le futur PDG
Koji montre encore son désintérêt en disant que personne n'a la capacité de le soumettre et même en l'ayant, il ne l'aurait pas écouté. Hirata tempère en relativisant sur le temps restant très convenable pour se décider, mais certains élèves restaient insatisfaits de la situation. Après les cours, Ayanokuji décide d'envoyer un mail à une certaine personne. Et on a le même dialogue que dans l'anime où l'on apprend que c'est Ayanokuji qui a envoyé un message à Karuizawa pour qu'elle intervienne en rejetant quoi qu'il en coûte l'opinion de Horikita et qu'elle intègre Kushida dans le débat. Karuizawa demande des explications. Notre protagoniste veut être clair sur le fait qu'il n'a pas à en lui donner. Elle acquiescera et tentera de connaître son avis sur les plans proposés vu qu'il a voté blanc. Il dira que les deux sont justes. Insatisfaite, elle lui demandera quel est son but. Pense-t-il que leur classe peut monter en classe A? Vous le connaissez, il parlera d'Horikita pour dire qu'il pense que c'est cet objectif qu'elle vise. Karuizawa semble désespérée et souffre. Mais vous la connaissez, elle ne baisse pas les bras. Et elle a réussi à lui faire cracher des infos qu'on connaît, mais ça fait toujours du bien de les relire. Surtout quand c'est une info bouleversante. Je te demande ce que toi tu penses. Disons que personnellement je me fiche de monter en classe A. Mais je me dis qu'aider notre classe à en arriver là serait bien. C'est quoi cette arrogance de ta part? Et puis dans tous les cas ton objectif est d'aller en classe A, ça change pas. Je préférais ne rien révéler par rapport à mademoiselle Shabashira. Quand bien même je m'expliquerai en détail, tu ne me croirais pas et je n'ai aucun moyen de le prouver. Je vais donc te démontrer ma bonne foi en te révélant des infos. Dans ce festival sportif, un traître de notre classe fera son apparition et fera fuiter des infos sur nos stratégies. T'es sérieux là? Quand ce moment viendra, tu seras obligé de me croire et de me faire confiance. Tu pourrais donner plus de détails? Pas pour l'instant, mais quand le moment viendra, je te dirai tout. Là, on est suspect, mettons un terme à notre discussion. Je ne comptais pas arrêter de toute façon. Pas envie qu'on me surprenne avec quelqu'un comme toi, ma cote de popularité risque d'en prendre un coup. Mais quand le traître fera son apparition, comment va-t-on faire pour le contrer? Ne t'en fais pas, j'ai tout prévu. Je lui montrai tout de suite après mon téléphone. Bien entendu, elle n'arrivait pas à tout saisir. Elle descendit ensuite les escaliers, visiblement mécontente de ne pas avoir trop compris le plan. Je laissai échapper un soupir et partis de mon côté. La stratégie de la classe D s'était plus ou moins structurée, ainsi que le plan que j'avais échafaudé. Je me demandais ce qu'avait prévu de faire la classe A. Un traître! Waouh! Je me demande bien qui c'est. En tout cas, il fut impressionné par son interlocutrice car elle avait réussi à créer un environnement où sa personnalité ne serait pas découverte. Et il dit être satisfait de sa conversation inattendue avec elle. Le chapitre se conclut sur le cours de PS. Ici, on apprend que le délégué avait demandé à l'établissement des outils mesurant la force de préhension. Comme dans l'anime, Sudo fait un bon score, 82,4 kg. Il tente de faire participer Koenji, mais ce dernier refuse. Puis il lance Ayanokuji et comme dans l'anime, il lui pose la question sur la moyenne, il réalise le score de 66.6, ce qui étonnera les humains. Et dans le LN, on a le score d'Ike avec 42.6, Sotomura 41, Miyamoto avec 48, et Koji se retrouve du coup à la deuxième position, juste devant Hirata qui fait 57.9. Après, c'était le tour des filles, mais on n'a pas leur score. Par contre, on a ici la manière dont a été décidée la participation au tir à la corde omnidirectionnelle. Ça s'est basé sur les 4 plus forts, donc ceux que j'ai cités, plus Miyake. Pour la chasse au trésor, ça se décide au pierre feuille ciseaux. Notre prota a pris pour perdre, mais sa prière n'a pas été entendue par son destinataire. Car contre Sudo, Sotomura, Yukimura et 2 autres personnes qu'on ne connaît pas, il sera choisi pour cette épreuve. Hirata avait son petit carnet et insiste sur la sensibilité des données et souhaite éviter les suites et incite ses camarades à noter les épreuves auxquelles ils participent ainsi que le nom de leur partenaire pour les épreuves d'équipe. Horikita trouve Koji blasé. Il dirait qu'il ne souhaitait pas participer, elle répondra que le choix s'impose car le fossé entre les bons et les mauvais en sport est considérable. Intérieurement, Ayanokuji dira, et ce qui conclut le chapitre, que si l'occasion de céder sa place se présentait, il le ferait à coup sûr. Alors dans ce chapitre, faites gaffe. Les scènes qu'on retrouve dans l'anime en un jour se retrouvent en fait être sur plusieurs jours, voire des semaines. Ça commence par la préparation pour le festival de la classe D où ils font du sport pendant leur temps libre. On apprend que la classe B et A les observaient dans leurs classes respectives. La classe D savait qu'ils s'entraînaient à la vue de tous, mais le besoin de se renforcer les firent prendre le risque d'être épiés. Main truc turlupine à Ayanokuji, la classe C qui ne semblait pas les regarder. C'est rien qui te tracasse? Un peu. Je doute que l'idée du repérage ne lui soit pas passée par la tête, mais c'est lui qui a refusé de coopérer avec la classe B après tout. Il n'a pas l'intention d'élaborer une stratégie. Elle me regarda comme pour me signifier qu'elle avait compris puis continua. C'est ce que j'aurais dit en tout cas si tu ne m'avais pas averti, mais les autres doivent le penser. Elle tourna la tête et regarda les élèves de la classe D s'apprêtant à s'entraîner. Ce que tu as dit concernant la stratégie gagnante de Ryuen s'est avéré. Il a déjà pensé à une tactique globale, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de faire du repérage. Et le narrateur nous dit qu'Horikita semblait déboussolée avec un regard perdu. Pour elle, n'importe qui voudrait avoir des infos sur d'autres classes, alors pourquoi sont-ils passifs? Pour Koji, Ryuen a une stratégie. Dans son échange avec Horikita, il dira qu'il faut voir au-delà de savoir qu'il a un plan, car normalement quand quelqu'un a une stratégie, il fait tout pour le cacher, mais pas là. Et en plus, il ne fait pas de repérage. Sa voisine de classe se montre curieuse sur l'origine de son sens de l'observation, mais dit ne pas creuser par respect pour leur pacte.
Puis Sudo appelle Horikita par son prénom, mais elle s'énerve car elle n'aime pas que quelqu'un non proche d'elle se le permette. Et le gars aux cheveux rouges se montre reconnaissant qu'elle l'ait sauvée en début d'année et veut se rapprocher d'elle. Il tente un deal avec celle qu'il veut appeler par son prénom et elle lui accordera la permission s'il est le meilleur de tous les élèves de seconde. Lors d'une autre séance de préparation qui a cette fois pour thématique de jauger les aptitudes de chacun, la participation n'était pas obligatoire. Mais tellement Hirata est l'homme de la situation, seuls 2 élèves étaient absents, Koenji et le doc Aka Sotomura. Anokuji constate les efforts d'une Sakura très essoufflée, des efforts dans le sport et en dehors du sport. On assiste à une conversation où Kushida, Horikita et Hirata font comprendre à un Sudo quelque peu surpris que dans le cadre de ce festival sportif, il est le leader de la classe. Sudo a du coup pris conscience de la position qu'il occupait et est motivé. Koji nous dit qu'il a fait un travail sur lui pour répondre aux attentes d'Horikita. Le lendemain, le nouveau leader est chaud. Il prend son rôle à cœur. Et il était beaucoup sollicité et nos 2 voisins du fond de la classe trouvaient qu'il s'en sortait bien. Mais c'était avant qu'il ne gâche encore tout en s'énervant, en criant contre Ike, car il était agacé qu'Ike n'ait pas bien suivi ses instructions. Et intérieurement, Koji fait un petit speech sur le leadership et c'est compliqué pour quelqu'un avec le sang chaud. Et il fait le parallèle avec le bon samaritain Hirata, et ce dernier va s'occuper des gens qui attendaient l'aide de Sudo, et vraiment c'est l'élève modèle, à base de « ça t'as vu, je sens pas trop à l'étroit, ah tu as du mal, bon changeons de position ». Et c'est tout le monde qui le remercie. Et Anokuji demande à Horikita pourquoi elle n'aide pas les filles de la classe. Elle n'en a pas l'intention, elle est occupée avec sa propre personne, et puis elle doute qu'on veuille de son aide, dira-t-elle avec arrogance. Puis elle demandera à notre prota s'il était bon pour lui d'être aussi décontracté alors que ses résultats en sport sont médiocres. Il comprend donc que même en EPS, elle l'observait. Mais elle lui demandera quand même s'il ne se retenait pas. Il dira non et la pousse à se dire qu'elle ne va pas attendre grand chose de lui. Ensuite, Horikita dira d'elle-même qu'elle a compris devoir arrêter de penser individuellement si elle veut faire avancer le groupe. Et Koji lui posera une question. Comment agir pour avoir de bons résultats pour le festival? Et ensuite, que faire pour monter en classe A selon elle? Elle répondra d'abord qu'il lui a promis de l'aider pour la classe A. Pour lui, participer au festival, c'est coopérer. Elle s'indigne et répond. Mais c'est pourtant toi qui as dit que la victoire serait déterminée par les aptitudes physiques. Hésitante, elle dira qu'il y a d'autres facteurs. Pour lui, la jouer fine sera signe d'ennui, donc vaut mieux s'entraîner. Mais ça ne veut pas dire que seul ça t'apportera la victoire. Et il dira à Horikita qui est dans l'incompréhension qu'elle le comprendra bientôt. Bref, Horikita s'entraîne pour la course à 3 pieds et on a la scène comme dans l'anime où Horikita fustige de reproches sa camarade car elle est lente. Puis on apprend qu'Hirata et Anokuji s'entraînent ensemble pour le même exercice avec le premier qui est satisfait des résultats avec son binôme. Mi-septembre, 2 semaines avant le festival, comme dans l'anime, Anokuji suggère à Horikita d'apprendre à faire des compromis. Et apparemment, c'est pas le premier à le lui dire et elle ne comprend pas pourquoi elle devrait faire des compromis. Et on a le passage où il lui montre que voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et il lui fait la morale en mode faut laisser les gens aller à leur propre rythme. C'est un fou. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'y réfléchir comme une grande. Je ne sais pas si Horikita allait être en mesure de méditer sur cela, mais je lui avais donné une chance de trouver la solution. Tout dépendait d'elle maintenant. Et il continuera intérieurement en disant que maintenant l'autre problème c'est Kushida. Elle est très sociable, a de bonnes capacités physiques, a une figure angélique, elle semblait irréprochable dira-t-il. Et il finira le chapitre en disant ça. Maintenant que j'y pense, c'était une élève dont j'ignorais la raison de son placement en classe D. Cependant, j'ai vu une partie de la noirceur de son cœur en début d'année sur le toit et pour je ne sais quelle raison, elle détestait Horikita au plus haut point. Ce qui était sûr en tout cas, c'était que Kushida et Horikita étaient des atouts majeurs pour le développement de la classe D et qu'il fallait qu'elles se confrontent une bonne fois pour toutes pour faire taire les problèmes. En ce début de chapitre, Anokuji est en monologue interne et affirme que la clé de la victoire réside dans l'entente entre partenaires, en l'occurrence avec les autres classes. Cependant, pour éviter toute fuite, chacun gardait les infos pour soi, ce qui rend donc les infos difficiles d'accès pour les adversaires, dit-il. Sauf pour sa classe qui abrite un traître. Nous sommes à ce moment-là à 1 semaine du début du festival sportif et dit devoir mettre son plan à exécution. On est dans la salle de classe et Anokuji demande à Horikita de venir avec lui. Elle refuse mais c'était avant de lui dire qu'il se déresponsabilisera si la classe D est dans la mouise. Puis il va voir Kushida et lui demande ce qu'elle fait le lendemain dans la matinée, soit samedi, en prétextant que comme elle a beaucoup d'infos sur les autres classes et que Horikita l'a envoyé en reconnaissance, il pense qu'elle peut aider. C'est vraiment un menteur ce mec, hein. Voici pourquoi.
Orikita me saisit par le dos. Tu pars donc en reconnaissance? Je n'étais pas au courant. C'est normal parce que je t'en ai jamais informé. Mais en quoi est-ce une mauvaise chose d'aller à la pêche aux infos? Je ne vois pas pourquoi tu veux que je vienne. Kushida et toi devriez suffire, non? T'es sérieuse là? Quoi? Suis-je du genre à plaisanter? Il lui fallait donc des explications complémentaires. On attire trop l'attention ici, on va parler en faisant la route ensemble. Tu n'as pas oublié le résultat de ton équipe sur le bateau? Bien sûr que non, au vu de l'humiliation. Tout le monde a su que Kushida était la cible au sein des dragons. À ce moment, il lui dit oui, et personne ne devait le savoir. Il y a forcément un truc. Elle semble d'accord, mais elle trouve pas d'explication. Et il lui dira qu'il a une hypothèse, il n'est pas sûr à 100%. Est-ce que Kushida ne se serait pas dénoncée d'elle-même? Oh. Alors que dans l'anime, il affirme que c'est elle. Orikita demande si, à son avis, c'est pour les points. Et on comprend qu'il cherche à trouver les motivations de Kushida derrière tout ça. Et il pense que Kushida et Orikita sont liés par quelque chose. Les gars, c'est fort parce que de mémoire, c'est une partie qu'on n'a pas dans l'anime. Il est vraiment fort ce Kiyotaka. Orikita réfute et bégaye, il enchaîne en disant que tout doit être tiré au clair et ils doivent être capables d'identifier les menaces sous peine de voir leur chance de victoire nulle et rendre caduque la stratégie. Dans l'ascenseur, il finit en lui disant qu'elle est libre de venir ou non, mais si elle cherche à devenir le leader de la classe, elle doit savoir ce qu'il lui reste à faire. Ensuite, il est sorti au 5e étage. Le lendemain, on est samedi et on a un petit passage où t'as le gang des idiots chez Ayanokoji et ce dernier a dû les laisser chez lui pour se rendre à son rendez-vous de 10h. Dans une salle commune, nous dit-on, Kushida et Ayanokoji se retrouvent. La folle dit être nostalgique du moment où ils avaient comploté pour avoir les examens du premier semestre avec le terminal de la classe D lors du premier volume. Puis, avant qu'Orikita n'arrive, notre prota nous dit que comparé à Karuizawa Sakura, être en tête-à-tête avec Kushida le met mal à l'aise, mais elle est indispensable pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, on a bien le moment où ils sont tous les trois ensemble, Kushida dit avoir l'impression d'être une espionne. Car, pendant leur rendez-vous, les trois regardèrent leur camarade de classe Hirata jouer au foot. Et ça paraît anodin, mais c'est totalement le but de ce rendez-vous, jauger les aptitudes physiques des autres classes. Et on nous parle d'un certain Shibata que Hirata considère comme étant meilleur que lui. Et c'est pas dans l'anime, mais quelqu'un parle. Et Kushida dit « Bonjour Nagumo Senpai ». Donc là, on a le futur président du BDE qui intervient. Orikita est un peu perturbée. Nagumo pense que Kushida est venu avec son petit ami pour prendre du bon temps. Elle nie et il dira qu'ils ont raison de faire du repérage et tout ça avec un clin d'œil ce fou. Il a l'air d'avoir laissé la gestion du club de côté pour le BDE, mais il arrive quand même à jouer de temps en temps. Et il a l'air respecté et fort au foot de ce qu'on nous décrit. Ayanokoji parle d'un but proche du milieu de terrain avec une trajectoire qui feinte le gardien. Et à ce moment-là, tout le monde sait qu'il est candidat au bureau des élèves. On entre dans le vif du sujet. Ayanokoji pose la question quelle est l'origine de la tension entre elle et Orikita. Kushida dira que c'est elle, oui. Juste ça. Ayanokoji ne se bat même pas un peu et dit clairement qu'il abandonne car c'est une perte de temps. Intérieurement, il dirait qu'il se considère bon pour analyser les gens, mais Kushida est une énigme pour lui et pareil pour Orikita ces derniers jours, car elle sait qu'elle est détestée mais reste muette. Et pour lui, elle connaît la raison de sa rancœur. Kushida reprend normal la discussion en donnant le nom d'un élève de la classe C qu'elle décrit comme étant rapide. Son nom est Sonoda. Les footeux font une pause, Hirata est appelé par Nagumo, puis il voit ses camarades de classe vers qui il va se diriger. Tout ça accompagné de Shibata de la classe B. Ce dernier qui se souvient du nom d'Orikita et d'Ayanokoji, ce qui va secrètement ravir Ayanokoji à tel point qu'il dit tenter d'effacer le grand sourire qui s'apprêtait à sortir. Donc oui, encore une fois, he is human. Les trois sont clairs sur leurs intentions de faire du repérage. Et Shibata s'est même prêté au jeu en faisant une petite démo de vitesse. Va savoir pourquoi, peut-être qu'il voulait prouver devant les mousseaux. Mais d'après Hirata, il est le plus rapide de sa classe. Bref, voici ce que nous dira Ayanokoji. Nous décidâmes de partir analyser d'autres clubs sportifs, mais tout ça n'était bien sûr que la version officielle. Ce que je devais vraiment savoir était d'une toute autre nature. J'avais en tout cas préparé le terrain pour atteindre mon objectif et ce qu'elles en penseront après n'était pas de mon ressort. Et ensuite, on a la scène de l'anime où Orikita confronte Kushida en demandant si c'est une traître, avec Kushida qui feint l'incompréhension et nie. Puis Ayanokoji les laissa en plan en leur disant de gérer le repérage. Ce n'est pas dans l'anime, mais nous sommes toujours à une semaine du festival. Et ça passe en revue les participations. Hirata indique que Sudo fera le sprint final pour le relais 1200 mètres où les plus rapides ont été sélectionnés, dont Orikita, qui semblait dubitative en fixant le tableau, nous dit le narrateur, et demanda une entrevue avec Sudo en privé. Oh, arrêtez ça, parce que Hirata aussi a été convié. C'est Sudo qui a dû se faire des films. Bref, dans un coin de la classe, elle dit clairement qu'elle veut la position de Sudo. Ça lui dit, mais on met toujours les plus rapides en dernier. Mais elle veut le mettre en premier pour mettre les autres hors jeu dès le début. Sudo n'est pas convaincu. Ayanokoji non plus, dira-t-il intérieurement. Est-ce que ça cache quelque chose? Elle donne ses arguments, mais semble être un petit peu trop autoritaire pour notre protagoniste. Kushida intervient et elle dit que peut-être que Orikita fille veut cette position pour une autre raison. Et elle commence à bégayer. Et Hirata fait bien de dire que par respect pour l'organisation de la classe, elle doit dire s'il y a autre chose, mais ça ne lui cédera pas la position juste comme ça.
Le visage laissa transparaître la contrariété d'Orikita, mais elle eut l'air de vouloir se résigner à révéler la vérité. Je pense que mon grand frère aura cette position. Ton frère, tu veux dire le président du conseil? Oui, c'est bien lui. Tout le monde connaissait le président, mais pas tout le monde avait fait le rapprochement avec Orikita. En effet, c'était un nom plutôt commun, mais si personne n'avait décidé de creuser la chose, c'était parce que Orikita n'en parlait jamais et qu'ils ne se ressemblaient pas. Les trois furent surpris. Les gens comprennent qu'elle veut être avec son frère, mais c'est pas totalement ça. Et Anokoji, en bon samaritain, décide de l'aider, en expliquant aux autres qu'ils ont été éloignés et qu'elle y voyait peut-être un moyen de se rapprocher, de se réconcilier avec lui. Et finalement, ils vont voir pour le changement, elle dira merci, et pour finir le chapitre dans les pensées d'Anokoji, il nous dira qu'en effet c'est une bonne opportunité, mais doute qu'elle parvienne à ses fins car Orikita fils est têtu et ne se montrera sûrement pas compréhensif. On arrive au jour J, des spectateurs sont à l'extérieur, ce sont sûrement des employés et il y a aussi le personnel médical. On nous parle de caméras pour aider à l'arbitrage et en plus au niveau du sprint 100 mètres, il y avait une caméra près de l'arrivée. Il y a une volonté de décider du vainqueur au millimètre près, dira Ayanokoji. Ça change de nos profs qui faisaient tout ça au chronomètre. Première épreuve, le sprint. Pour l'ordre, on apprend que les terminales garçons clôtureront l'épreuve, 8 couloirs sur la piste, 2 élèves par classe. Et on apprend qu'il y a 10 groupes de secondes. Notre protagoniste chez les garçons est dans le 7e groupe. Orikita dira que pour le bien de la classe, elle l'encouragerait. Sudo passe avant et obtient la première place. Mais il semblerait que ses adversaires n'étaient pas trop forts. Pendant qu'Ike s'en réjouit, Koji est plus nuancé en disant que c'est peut-être un inconvénient car ceux plus forts seront peut-être dans d'autres groupes. Apparemment, Sudo a laissé une grande impression. Du coup, autour du 7e groupe avec notre prota et le délégué. Le premier nous dit qu'il cherche juste à avoir une place honorable, se démarquer en restant discret. Ah, le Koji tout craché quoi. Dans la course avant la leur, Koenji est aux abonnés absents. Aucun signe de vie et il devait courir contre Kanzaki et Katsuragi qui ont fini respectivement premier et troisième. À la fin de la course, Hirata pointe du doigt le chapiteau pour montrer à Ayanokoji Koenji en train de s'arranger les cheveux. Lui vraiment, mais on y reviendra. Donc la course du 7e groupe finit avec notre délégué premier et notre prota 5e. Et il s'excusera d'être un fardeau. Lui vraiment... Maintenant, petite anecdote, c'est aux filles de courir. Et des gars comme Mickey s'empressent d'aller voir la course, mais pas pour les bonnes raisons. Et le pervers de la classe dira, je cite, « Oh, regardons ces lolos qui se balancent !» Voilà. Puis, on a le moment comme dans l'anime où Sudo embrouille Koenji. Et on le voit pas dans l'anime, mais face aux attaques incessantes de Sudo, Koenji à un moment lui a bien fait comprendre qu'il n'a pas le niveau pour le battre, et Sudo a compris son potentiel, mais ça l'a poussé à devenir encore plus sérieux, et c'est là où Koenji évoque Orikita qui lui a demandé de participer. Bref, Hirata temporise en tolérant la méforme de Koenji. Sudo ne fait que dire non, il ment, et Koenji dit oh, mais quelle accusation! C'est juste que mon attitude ne reflète pas mon état, et il dira qu'il ne participera que s'il se rétablit. C'est trop une galère! Leur échange se termine et un autre groupe de filles s'apprête à courir. Au moins c'est apaisant de regarder Suzune. Si ça pouvait le calmer de regarder Orikita, alors la rage de Sudo n'était pas si impossible à contenir. Pendant que je l'observais, Sakura à bout de souffle vint vers moi. Ça fait mal. Comme en témoigne sa respiration, elle a dû donner le meilleur d'elle-même. Elle avait quand même l'air de souffrir. Tu m'as vu Ayanokoji? Elle me regarda avec des yeux étoilés. Malheureusement, j'étais parti à la recherche de Sudo, donc je ne vis rien. Mais il ne fallait pas la déprimer. J'en ai bien sorti, je suis fier de toi. J'étais sincère, j'étais sûr que Sakura s'était donné à fond. Merci, c'est la première fois que je ne suis pas derrière. Elle dit cela avec un sourire aux lèvres. Sakura était la plus lente des classes A et D. Néanmoins, il semblerait qu'elle ait réussi à abattre quelqu'un. D'après ce que je vois, son adversaire n'avait pas l'air d'être tombé où que ce soit. Fais attention à toi, ne te surmène pas pour ne pas te blesser. D'accord. C'est un gamin. Après moi, pour une fille comme Sakura, même si je l'avais pas vu, j'aurais fait la même chose que lui parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'être encouragées. Donc vous l'aurez constaté, cette partie n'est pas dans l'anime, tout comme la course où Orikita et Ibuki se confrontent, avec cette dernière qui a un regard insistant, avec une volonté forte de combattre, mais avec une Orikita qui va totalement l'ignorer. Le départ est lancé, Ibuki est devant, mais trop curieuse de voir celle par qu'elle était obsédée, ce qui fait que la distance se réduisit entre les deux et victoire de Orikita. Et étonnamment, Sudo à l'oral et Ayanokoji intérieurement trouvent que hormis Ibuki, le niveau n'était pas fou chez les autres élèves. Ayanokoji parle avec sa voisine de classe en lui parlant du fait qu'elle a tenté de raisonner Koenji, et là elle cherche à se transposer à Kushido en se demandant si elle aurait pu le raisonner si elle avait été comme elle. Ce qui étonna Ayanokoji, et elle répondra quelque chose d'intéressant. Elle ne l'a jamais détesté, dira-t-elle. Mais elle agira comme si elle avait fait une gaffe et elle lui dira d'oublier ce qu'il a entendu. Et ensuite elle se focalise sur les terminales, sûrement pour son frère, dira Ayanokoji. Et Orikita fils, comme dans l'anime, finira premier de son groupe et sa sœur dira que c'est normal parce qu'il est parfait, il est toujours au sommet. Et à ce niveau, voici le score.
Équipe rouge, 2011 points. Équipe blanche, 1891 points. Deuxième épreuve, course de haie. 5 secondes de pénalité si tu la fais tomber et 3 secondes si tu la touches. L'as de la classe D est dans le dernier groupe. Et il sème la terreur dans la classe à base de si vous êtes dernier, je vous balaye. L'arbitre avant le début ne fait qu'appeler Sotomura qui a prétexté un mot de vente, mais finalement il n'a pas pu fuir. Et ce qui est drôle, désolé pour les âmes sensibles, c'est que quand il a couru, en fait il a fait tomber toutes les haies. Et bien sûr, il a fini dernier. Et Sudo le traite d'inutile et que c'est pour ça qu'il est gros. Ça a fumier, désolé. Puis, Ainokoji a Kanzaki dans son groupe qui, face à notre prota modeste, dira que d'après Ichinose, il est plutôt rapide. Et je vais vous mettre leur échange qui n'est pas fou, mais avec un Kanzaki suspicieux. Je ne sais pas d'où elle sort ça, mais maintenant que j'y pense, peut-être que... Je suppose qu'elle m'avait vu courir lors de l'incident avec Sakura. Ce n'était pas comme si je m'étais donné à fond, mais avec ça, elle a pu avoir une idée de mes capacités physiques. De plus, quand j'étais parti à la piscine, elle m'avait observé. Je ne pouvais rien y faire si elle me reluquait souvent. Tu as tort, tu n'as qu'à voir mon rang pour le 100 mètres. Tu es arrivé 5ème, c'est un fait, mais tu ne me donnais pas l'impression de prendre la course au sérieux. Cela ne sert à rien de se retenir pendant un festival de sport, ce ne serait que contre-productif. Bien que la probabilité soit faible d'un point de vue stratégique, cela peut être un plus. Il semblerait qu'Ichinose et la classe B aient fait du repérage et qu'ils ont tiré des conclusions. Il prendra en compte le moindre de mes résultats. En revanche, parmi les secondes, je suis plutôt calme, trop calme. Ce genre de personnes pour moi sont les plus dangereuses, si tu le dis. Un élève de la classe C vint et mit fin à la discussion. Hormis Kanzaki, je ne voyais pas de talent particulier dans le 4ème groupe. Mais il ne fallait surtout pas que mon rang augmente, même légèrement. Dès que le signal retentit, je courus à la même vitesse qu'avant. Sans surprise, Kanzaki dépassa l'élève devant lui, ce qui me fit prendre la 3ème place. Je n'ai d'autre choix que de finir la course en 3ème position. Lui, Yukimura, finira 7ème en étant dans le 7ème groupe. Ensuite, c'est au tour de Sakura et Orikita. Et Hirata ne le sent pas trop. Pourquoi ça? Parce que dans la classe C, une Yajima et une Kinoshita font partie du club d'athlétisme. Orikita finira donc 3ème derrière les deux filles et Hirata était vraiment inconfortable suite au choix des élèves de la classe C. 3ème épreuve, je vais pas revenir dessus, c'est vraiment comme dans l'anime avec Ryuen qui fait des coups bas à Sudo, genre c'est la même chose qui se soldera par une défaite de l'alliance A et D. C'est les résultats chez les garçons, mais elles, les filles, ont gagné. 4ème épreuve, Ainokoji nous dit que les épreuves devenaient de plus en plus physiques avant le tir à la corde. Katsuragi et Hirata ont l'air d'avoir préparé un plan. Chez la classe D, tout le monde se met à son poste et ont aligné leur poids par ordre croissant pour appliquer une force assez homogène. Et l'alliance B et C voulait faire pareil, mais pas le time. Sauf que, il y a un souci, nous dit Ainokoji. La moitié de la classe A, elle, est restée statique. Et c'est dû à la division dans la classe A. Hey Katsuragi, je préférais que tu évites de gérer la classe en toutes circonstances. Une telle voix pouvait se faire entendre sans même se retourner. Que veux-tu dire par là, Hashimoto? L'élève portant le nom Hashimoto fit un pas en avant. Il était grand, c'était un homme assez distant, ses cheveux longs étaient plaqués derrière sa tête. Il arborait une douce expression, mais ses yeux étaient ceux de quelqu'un qui se moquait de son interlocuteur. Cela dit ce que ça veut dire. À qui la faute si la classe A patauge? Es-tu persuadé que cette stratégie nous amènera à la victoire? Un élève s'opposa fermement au leader. Au vu de la gravité de la situation, je doute qu'Hashimoto soit le seul cerveau derrière cette mutinerie. Le timing était suspect. Pendant que nos coéquipiers se concentraient sur Katsuragi et Hashimoto, je regardais en direction du camp pour chercher Sakayanagi. Elle nous observait depuis le début en tant que spectatrice et arborait un sourire de jubilation. Même de loin, elle pouvait discerner la dispute. Mais le fait qu'elle continuait de sourire voulait tout dire. Le cerveau derrière cette mutinerie n'était pas Hashimoto, mais bien Sakayanagi. Je me demandais si c'était seulement dans le but de faire tomber Katsuragi, son rival. Bien que ce fût peu efficace, cette méthode restait bien sinistre à un autre niveau que celles employées par Ryuen. Alors comment ça va se passer, Katsuragi? Peut-on vraiment gagner avec cette stratégie? Et vous voyez l'importance de la lecture parce qu'on voit vraiment les tensions internes. De l'autre côté, la coalition B et C n'était pas folle. La formation de la classe C était tellement aléatoire que cette manche a été perdue par la coalition BC. Car la coalition DA était vraiment coordonnée, ils ont tiré la corde en même temps juste après le signal du début de la manche. Ryuen réagit et menace tout le monde en leur disant de se motiver. Et direct, l'équipe de Ryuen a gagné la manche suivante avec leur force qui avait augmenté. Et comme c'est quelque chose d'anormal, dans la coalition DA, ça a commencé à se dire mais qui s'est retenu? Il y avait vraiment de la tension dans l'air. Katsuragi, en bon meneur d'hommes, prendra la parole pour dire qu'il faut que certains se reposent moins sur leur laurier et poursuivent leurs efforts. 3ème et dernière manche. Ryuen adopte la technique du lâcher-prise. C'était synonyme de défaite pour lui, mais ça l'amusa de voir ses adversaires tomber comme des mouches suite au manque de résistance sur la corde. Ça a énervé des gens, et le pire, c'est que même des élèves de la classe B sont tombés. Ryuen dira qu'il avait besoin de se reposer vu qu'il ne pouvait pas gagner. Plus tard, Katsuragi s'excusera auprès de Hirata pour la division dans sa classe. Pas besoin de vous dire ce que Hirata a répondu. 5ème épreuve, course d'obstacles. Ike arrive 6ème et à cause d'un Sudo qui met la pression à tout le monde, il ne souhaite pas le voir terminer premier. Et c'était aussi le cas d'autres de ses camarades. Vous voyez les hops. Ainokoji est même arrivé 3ème pour éviter de se faire réprimander. Et Ike fut déçu lorsqu'il vit les adversaires de Sudo. À part Shibata de la classe B, pas grand monde n'était à son niveau. Et Ainokoji dira que ça fait quand même beaucoup de chance pour tomber plusieurs fois d'affilée sur des élèves les moins sportifs de la classe C. En tout cas, je vous avais déjà parlé de Shibata un petit peu plus tôt, celui dans l'équipe de foot
foot d'Hirata. Ce dernier dira que lui contre Sudo est le match le plus serré de la journée, mais Sudo réussira à finir premier, et avec les calculs, il semble être à l'heure actuelle le meilleur des secondes au classement. Et Sudo le tyran fait comprendre à Ike qu'il a vu arriver 6ème, et le pervers cherchera à se défendre en disant que ouais, comme toi t'as failli finir 2ème, ben c'est presque pareil. Avant l'épreuve de la course à 3 pieds, on a l'épreuve de la course d'obstacles des filles. Et là, on va savoir un peu plus en détail les blessures de certaines personnes qu'on observe dans l'anime. Sudo et Ayanokoji se disent bizarres. Orikita se retrouve encore dans le même groupe que les filles de la classe C qui sont en athlétisme. Départ annoncé, Orikita se positionne entre les deux filles à la seconde place. Elle était sur le point d'obtenir la première place en courant de toutes ses forces et il restait 50 mètres à tout casser. Sauf qu'Ayanokoji, spectateur, nous dit que sa voisine ne faisait que se retourner. Or, bizarre. Et ça a permis à la Kinoshita de revenir au coude à coude avec Orikita qui tant bien que mal cherchait à accélérer. Et bam! Collision, les deux tombent. Elles se sont donc faites dépasser. Blessées, elles vont tenter de se relever. Orikita finira 7ème sur 8. Le bilan d'Orikita est première, 3ème et maintenant 7ème. Déjà ici, contrairement à l'anime, on voit qu'Ayanokoji est présent. Il ne va pas juste voir Orikita et constater sa blessure. Et il commence à y avoir des doutes dans la classe D. Qu'est-ce qu'il y a, Ayanokoji? Si par malheur ce fâcheux incident venait à se reproduire, je ne le qualifierais plus d'incident fâcheux. Je m'étais abstenu de parler de cela, cependant je remets le sujet sur la table en parlant avec Hirata. Comme je m'y attendais, je ne suis pas le seul à penser ça, je pense que les autres élèves commencent petit à petit à le comprendre aussi. C'est très mauvais signe. Malheureusement, son évaluation était parfaite. Si des camarades commencent à avoir des doutes sur une éventuelle trahison, je pourrais te laisser t'en occuper. Compte sur moi, c'est mon rôle après tout, mais il n'y a vraiment rien que nous puissions faire. J'aurais bien aimé qu'on puisse faire quelque chose. Notre prota va donc vers sa voisine et lui demande comment elle se sent, même si à la démarche ça se voyait. Elle répondra qu'il n'y a pas de quoi abandonner, mais elle dira aussi que c'est comme si le contact était voulu. Elle nous dit que Kinoshita ne faisait que l'appeler, c'est pour ça que pendant la course elle se retournait. Oh, bon à savoir. On se demandait ce qui se passait. Et elle dira que ça commence à faire beaucoup alors qu'on est qu'au milieu du festival. Et Koji nous dit que ça a l'air d'être prémédité. Bah ouais, tu m'étonnes. On passe à la course à 3 pieds. Je vous le rappelle, Ayanokoji et Hirata sont ensemble et vont décrocher la première place. Tout comme Sudo d'ailleurs. Chez les filles, duo de choc, Orikita et Kushida. Sans rentrer dans les détails et bien sûr sans surprise, elles finiront dernières. Malgré les encouragements de Sudo qui constatera que la manière de marcher d'Orikita est rigide. Et là, petite pause de 10 minutes. J'en ai parlé plus tôt, mais la classe A est divisée et on a commencé à le voir plus tôt dans le gymnase avec la première introduction de Sakayanagi. Donc Ayanokoji sait déjà qui elle est, il l'a déjà vu. C'est pas dans l'anime, mais notre protagoniste trouve impressionnant que la classe A ait réussi à tenir jusque là et demandera comme dans l'anime quelque chose à Hirata. Dans l'anime, il va juste demander qui est cette fille, mais dans le LN, il demandera quel genre de personne est-elle, car intérieurement, il dira qu'il n'arrivait pas à la cerner. Elle est silencieuse, ne donne pas de directives et arrive à mettre des bâtons dans les roues de Katsuragi. Et qu'elle cherche le conflit interne plutôt qu'avec les autres classes. Et Hirata répondra à l'interrogation d'Ayanokoji en disant qu'apparemment, elle serait agressive, voire cruelle. Oh! La petite là? Bon, à voir. Pause terminée, ça reprend avec la bataille de cavaliers féminines qui est dans l'anime. Je vais vraiment être bref. Orikita est cavalière, tout comme Karuizawa, Kushida et une autre fille qui s'appelle Mori. Les trois dernières sont générales, mais la classe C ne se focalise pas sur la classe A, ni sur le général qui vaut 100 points, mais sur Orikita qui n'en valait que 50. Sudo injure Yuen. Pour Koji, c'est normal car pour eux, Orikita est le pilier de la classe. Et là, étonnamment, c'est Karuizawa qui a tenté de l'aider, mais notre cher Ichinose la stoppa dans son élan. Orikita finira par perdre son bandeau et tomber. Pleine de frustration face à une attaque simultanée de non pas une, ni deux, mais 4 cavalières de la classe C. C'est-à-dire le pressing qu'elle se mangeait, non, je suis mort. Et l'analyse que fait Ayanokoji est que la classe A est fautive car elle n'est pas venue à son secours. Maintenant, c'est au tour des garçons. Franchement, ce qu'il y a dans l'anime, dites-vous que c'est ça. Ryuen nargue Sudo et l'alliance A et D perdra malgré une tentative d'Hirata d'enlever à plusieurs reprises le bandeau de Ryuen. Mais ce tricheur avait mis du gel sur son bandeau, c'est pour ça que quand on le prenait, ça ne passait pas. Et en plus, il va faire comme si de rien n'était. En mode, sois pas mauvais partant, dira-t-il à un Sudo qui est en furie. Comme dans l'anime, Karuizawa appelle son futur petit copain par son prénom et s'interroge sur l'impasse dans laquelle la classe D se trouve et surtout Orikita. Il dira qu'elle se fait harceler et comme dans l'anime, il lui révèle que le tableau a fuité car ils connaissent les ordres de passage. Intérieurement, il dira que Ryuen a fait deux choses. Utiliser ses camarades les moins bons en sport et les mettre dans les groupes d'Hirata et de Sudo pour être avantagé dans les autres groupes. Et en deuxième, prendre Orikita pour cible. Pas par stratégie de victoire, non, juste pour l'écraser, dira-t-il. Et elle est clairement au fond de classement et il ne montrera aucune volonté de l'aider, dira-t-il. Et il demandera un truc à Karuizawa. Qu'est-ce que tu penses d'Orikita? Je ne l'aime pas. Elle est arrogante et désagréable. Et tu t'inquiètes quand même pour elle, non? Peut-être que parce que je la comprends un peu. En effet, elle devait voir dans la Orikita actuelle son ancienne elle, prise pour cible, harcelée et forcée de vivre dans la tourmente. Là, la classe D est dernière. On va rester comme ça? Ne t'en fais pas, tout se déroule comme je l'avais prévu. Je le savais, tu élaborais quelque chose pour gagner. Gagner?
pas spécialement. Le mieux là, c'est de ne rien faire. Hein? Karuizawa fut abasourdi par mes propos. Toi et les autres, faites ce que vous pouvez dans ce festival, les fruits de vos efforts, nous les verrons plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire par? Tandis que je réfléchissais à un moyen de fuir l'interrogatoire de Karuizawa, j'entendis un cri de colère. C'était Sudo qui voulait en découdre avec Ryuen, stoppé par Hirata qu'il frappera, et l'intervention de Shabashira qui décide de fermer les yeux. Et Sudo partira furieux vers le dortoir des secondes avec un petit regard vers la fille sur qui il crush. Cette dernière vient vers le prota en lui disant qu'ils sont dans une mauvaise posture. On est sur le sprint 200 mètres. Ryuen demande où est son souffre-douleur masculin préféré. Hirata dira qu'il se repose et reviendra. Et Hirata ne veut pas se laisser faire. Il dira, sûrement d'un ton sarcastique, « Wow, vu les participants, tu vas encore finir à la première place, tu es chanceux. » Ryuen dans la compréhension, Hirata enchaîne en lui faisant comprendre qu'il voit clair dans son jeu et qu'il sait que le tableau a fuité, mais qu'il reste encore des cartes à jouer. Ryuen, logiquement, dira qu'il fallait peut-être les montrer avant, et Hirata encore dira, « Ouais, c'est pour ça que je te préviens maintenant, parce que avant la fin du festival, je vais te montrer quelque chose d'intéressant. » Et il reste 1 heure avant le début du match de Sudo. Ayanokoji va vers Orikita comme dans l'anime, et c'est à peu près la même chose. Elle dit ne pas pouvoir le ramener et ne pas pouvoir se permettre de veiller sur les autres. Lui se demande intérieurement si elle n'avait vraiment pas compris qu'il avait le béguin pour elle. Et voici ce qu'il dira. Alors laisse-moi te le dire franchement, tu n'arrives pas à gérer tes problèmes ni ceux de tes camarades. Au final, tu sers à quoi? C'est juste un poids. J'étais prêt à encourir son courroux après n'avoir pas mâché mes mots. Elle le trouva dur, qu'elle est blessée, elle manque de chance, qu'est-ce qu'elle peut faire? Chance, lui demande Ayanokoji. Tu penses que c'est ça? T'as pas réalisé? Elle dira qu'elle a compris que les infos ont fuité, mais qu'elle n'a pas anticipé qu'un traître puisse autant vouloir les nuire comme ça. Bref, il lui fera comprendre que Sudo est un atout et que Ryuen a cherché à le briser. Ça continue encore et on a le moment où il lui demande jusqu'à quand restera-t-elle inutile. Chiche! Tu sers à rien, poursuivra-t-il. Elle est en mode, moi, je suis supérieur à tous, académiquement et athlétiquement parlant. Oui, les infos ont fuité, mais c'est trop tard, à moins que toi t'aies une astuce, monsieur, je sais tout. Il lui dit, mais il y a qu'un élève lambda qui peut se contenter de ça. Toi, tu vises la classe A, n'est-ce pas? Je t'écoute, vas-y, j'attends toujours tes solutions. Orikita s'exprima avec colère, ce qui alarma les autres autour de nous. J'avais compris très vite que nos infos avaient fuité. Et la provocation envers Sudo et la blessure ne font que confirmer la chose. Certes, on pourrait croire qu'il n'y a rien à faire, mais en même temps, as-tu tenté quelque chose pour limiter la casse? C'est sûr qu'avec ton attitude, la situation ne risque pas de s'améliorer. Tu comptes encore rester bouche bée devant une fessée de Ryuen? Mais que puis-je? C'est quoi le meilleur scénario pour l'intérêt de notre classe à ton avis? Que tu tentes de tirer la classe vers le haut pendant l'absence de Sudo ou bien faire en sorte qu'il revienne pour qu'il le fasse? Je vais répondre à ta place. Tu passes clairement à côté de ton festival et tu ne risques pas d'obtenir de bons résultats en continuant ce cirque dans ton coin. Tu n'arrives même pas à la cheville de Sudo, c'est dire. Alors réalise à quel point tu ne sers à rien. Il est peut-être maladroit, mais au moins il a contribué plus que quiconque durant les épreuves et avait la volonté de gagner. Tu penses qu'il est judicieux de l'abandonner juste parce qu'il manque de pédagogie et de sang-froid? T'es juste en train de laisser mourir notre moteur là. Et comme dans l'anime, il lui dira qu'elle est la seule à pouvoir contrôler l'arme qu'est Sudo. Et intérieurement, il dira que Karuizawa et Hirata sont ses armes à lui et que elle a Sudo. Et que c'était du gâchis de l'abandonner et il lui dira que le reste est entre ses mains. Je n'allais en effet rien lui dire de plus ni lui donner une stratégie pour gagner face à Ryuen. Je n'allais pas lui mâcher le travail. Pour évoluer, il fallait qu'elle expérimente le désespoir, la défaite, afin d'en sortir grandi. On finit le chapitre sur le moment du déjeuner. C'est l'école qui a fourni le repas. Ayanokoji, Notokike et Yamauchi n'ont pas cherché à prendre des nouvelles de Sudo et que personne ne semblait se préoccuper de lui, alors que ça représente une perte de points pour l'équipe rouge. Mais on dirait qu'ils préfèrent tous ça plutôt que sa tyrannie, surtout que beaucoup de filles de la classe avaient vu ce qu'il avait fait à Hirata, ce qui détruit encore plus sa réputation. Comme dans l'anime, Karuizawa, Hirata et Ayanokoji mangent ensemble. Mais ils n'étaient pas seuls, ils étaient 10 en tout. La fille est curieuse sur l'identité du traître, Hirata également, mais notre prota refuse car ça ne ferait qu'aggraver la situation, dit-il. Il faut régler la chose calmement pour que la classe n'implose pas. Et c'est pas dans l'anime, mais intérieurement, il dira qu'il aurait espéré qu'Orikita trouve l'espion avant, mais bon. Et il dira à ses camarades, en employant le pluriel, qu'ils auraient préféré que le traître se dénonce de lui-même. Hirata, suspicieux, dit que ce sont encore les instructions d'Orikita, n'est-ce pas? Et Ayanokoji semble comprendre que le délégué ne le fait plus confiance, mais il voulait au moins une confiance de façade et confirmera à Hirata que ça vient bien de sa voisine. Puis, comme dans l'anime, Hirata demande où est passé Orikita, puis ça lui dit qu'elle est partie voir Sudo, car la classe dépend de lui. Ce qui ne fit pas forcément plaisir à Karuizawa. Et pour finir ce chapitre, Ayanokoji dira que le sort de la classe dépend maintenant d'Orikita en disant que si lui n'a pas pu la convaincre, alors Sudo ne reviendra pas, et ce sera la fin pour la classe D. Orikita est la narratrice de ce 6e chapitre et voici comment il débute. Je me rendis à l'infirmerie avec un goût amer en bouche après qu'Ayanokoji m'a verbalement détruit. Étant donné qu'il suit toujours sa politique de non-intervention, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cela. Surprise par ce changement d'attitude, je restais sans mots.
On est en immersion totale dans les pensées d'Orikita et on en apprend plus sur son état physique. Intérieurement, elle se questionne sur sa capacité à ramener Sudo. Elle nous dit aussi que pour éviter de se faire remarquer en allant sur le bord de terrain vers les secouristes, elle préfère se rendre à l'infirmerie. Et sur les 3 lits disponibles, un était occupé, ça se voyait avec un rideau qui le couvrait. Et l'infirmière dit à notre protagoniste de ce chapitre que là, vraiment, c'est chaud, en torse. Et il vaut mieux ne pas continuer à participer. La concernée dirait qu'en participant, ce serait défaite assurée. Elle avait surtout fait référence aux 2 épreuves optionnelles, mais 2 remplacements équivaudraient au total à dépenser 300 000 points, même si elle estime que c'est un sacrifice nécessaire pour la classe. Et était un peu peinée de dire adieu aux chances de courir aux côtés de son frère, mais elle dira que penser à soi est contre-productif. Et après son passage à l'infirmerie, c'est là où Kushida intervient pour lui dire que Kinoshita, celle qui lui est rentrée dedans, est mal en point et voudrait la voir. Ça se dirige vers l'infirmerie. Et vous devinerez jamais qui était là. Shabashira Sensei. Et j'ai envie de dire encore heureux parce que c'est comme s'il n'y avait pas de prof pour surveiller dans l'anime. Bref, la prof est là et c'est celle qui a envoyé Kushida chercher notre narratrice temporaire. Dans le but de savoir ce qu'il s'est passé et dit que Kinoshita avère que Orikita a sciemment provoqué sa chute. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau s'arrêta. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Ne voulant pas accuser Ryuen sans avoir de preuves, elle préféra dire que c'est une coïncidence. Et là, vous verrez que c'est technique la manière dont Orikita avait été acculée et vite mise dos au mur. Je vous ai parlé du moment où elle se retournait beaucoup parce que selon elle, Kinoshita l'a appelée. Dites-vous que Kinoshita a dit à Shabashira que Orikita ne faisait que se retourner pour la regarder. Et Shabashira a regardé les vidéos et dit « Ah oui, en effet, c'est le cas ». Et selon l'infirmière, la blessure de Kinoshita est une blessure grave. Et qu'au-delà d'une chute, les coups infligés semblent être volontaires. Et que tant qu'il n'y a pas de preuves irréfutables, l'hypothèse du coup volontaire n'est pas écartée. Orikita hallucine et essaye tant bien que mal de donner sa version des faits et s'impatiente même pour aller sauver Sudo. Mais Shabashira ne lâche pas, hein. Elle lui dit attention, t'as bien vu ce qu'il aurait pu se passer avec Sudo si le conseil est au courant. Shabashira balayera sa version des faits en disant qu'au vu du contexte, tout porte à croire que c'était intentionnel car Orikita, elle, depuis a pu engranger des points tandis que Kinoshita ne peut plus participer à aucune épreuve, surtout qu'elle est sportive. Mais Orikita intérieurement dirait qu'elle resta inébranlable et se défend en disant qu'elle ne compte plus participer et que ses résultats ont chuté. Sa prof lui dira que Kinoshita veut porter plainte avec témoignages et vidéos à l'appui. Surtout que son absence met en péril la classée pour avoir perdu un tel élément. Orikita parlera du probatio diabolica et pour expliquer ce terme, Shabashira prendra un exemple, les aliens. Pour prouver qu'il y en a, tu dois juste en capturer un. Mais pour prouver le contraire, tu dois fouiller la terre entière, ce qui est impossible. Voilà ce qu'est un probatio diabolica, soit la preuve du diable. Très intéressant car je ne connaissais pas l'expression. Bref, Orikita cherche à comprendre comment sa professeure principale a été mise au courant de l'affaire. Et elle nous dit que c'est notre cher Kushida qui l'a prévenu de peur que l'affaire ne s'ébruite et cette dernière s'excuse auprès de sa camarade qui met en avant que la demande de voir un enseignant émane plutôt de Kinoshita. Orikita la remercie d'avoir fait appel à leur prof et pas à un autre, mais elle dit que des zones d'ombre subsistent. Quand est-ce que Kinoshita a pu te dire ça? La sorcière répondra qu'elles sont amies et que c'était pendant la pause déj. Et notre protagoniste temporaire cherchera à aller à la rencontre de Kinoshita. Shabashira y a d'abord émis des réserves avant que Orikita et Kushida ne s'inclinent devant elle. Elle acceptera donc et sur le chemin vers la chambre de Kinoshita, des bruits de couloir. Oh, main dans les poches, qui voit-on? Il semblerait qu'il y ait désormais un grand litige. Ryuen? Il est là, l'antagoniste. Du coup, ça va un peu ressembler à l'anime, mais juste plus détaillé, toujours avec la présence de Shabashira, je le rappelle. Il dit à sa camarade de lui montrer sa jambe, et Orikita s'enchoche face au mensonge de la fille de la classe C. Et Ryuen prend le relais et dit globalement la même chose que Shabashira sur le fait qu'elle soit indéfendable. En narratrice, elle dira que les dommages causés seraient estimés à 400 000 points et se demande si Ryuen a fait ça pour la briser, genre nuire à sa classe juste pour elle. Elle ne comprenait pas. Et là, comme de l'anime, Kinoshita parle et dit que Orikita lui aurait dit en étant au sol qu'elle ne gagnera jamais. Orikita a toujours la même défense. Kinoshita l'a appelée, c'est pour ça qu'elle s'est retournée. Mais cette dernière réfute et Shabashira confronte son élève. Ryuen joue avec la limite en disant même si elle l'avait appelé, en quoi c'est illégal? Et Kushida apparemment essaye de défendre sa camarade. Et là c'est comme dans l'anime, elle pleure. Et puis il faut voir les sniffs qu'elle lâche, ça me fume. Et Orikita qui continue de protester. Franchement on voyait ça pareil que dans l'anime, sauf que Kushida veut se concerter avec sa camarade. Son kourou, Ryuen, accepte. Peu de temps après, il dira qu'il n'a pas de temps à perdre, il a une épreuve optionnelle et de laisser le lycée gérer. Et après, il regarde tout le monde et propose de régler à l'amiable en disant que la perte de sa camarade met à mal sa classe. Orikita ne veut rien entendre et comme dans l'anime, il parle des 1 million. Vous connaissez la réponse de votre go et il mentionne le PDE. Et pour elle, c'est comme s'il savait que le président Orikita, fils, était son frère. Et vous savez, elle ne veut pas salir l'image de son frère. C'est pas dans l'anime, mais elle dira qu'aborder le festival prudemment fut une erreur et qu'encore une fois,
elle a été manipulée malgré elle. Et là, Kushida, en bonne samaritaine, se porta volontaire pour le transfert des points en disant que c'est pas le genre d'Orikita et que tout ça est une coïncidence. Il dit qu'il est persuadé qu'Orikita est malveillante, mais ça ne le dérange pas. Et comme dans l'anime, elle les arrête, mais elle réchigne un peu. Et là, Kinoshita dit qu'elle ne pardonnera jamais Orikita. Et Ryuen pousse un peu en disant, sans admettre ta faute, on ne t'écoutera pas. Et ensuite, on a le moment où il dit que le million ne suffit plus et qu'elle doit s'agenouiller et la supplier. Mais Shabashira dira qu'il va trop loin. Mais ce mec a du répondant. Les profs n'ont pas à se mêler des affaires des élèves, le lâchera-t-il? Et en partant, il redonne ses conditions. Soit ça, ou alors conseil de discipline, t'as jusqu'à la fin du festival. Orikita est déboussolée, dit-elle, mais elle demande l'heure à sa prof et s'empressa d'aller chercher Sudo. Puis on a la scène avec Orikita et son frère, sauf que contrairement à l'anime où Orikita fils ne parle pas, là, suite à un petit grand frère chuchoté par sa sœur, il lui demande si elle comprend bien dans quelle situation se trouve sa classe. Elle dira qu'elle ne sera pas une gêne, blablabla, et elle partit. Dans la douleur, elle dit que trouver Sudo dans un campus aussi large est compliqué, et se basant sur la rage de vaincre de celui qu'elle cherchait, elle priait pour qu'il soit de retour avec la classe. Il n'est pas revenu. Je n'avais pas encore regardé le centre commercial Kiyaki ou le dortoir, et il pouvait aussi être dans le bâtiment scolaire. Tout à coup, Ayano Koji apparut devant moi. Avait-il fini de déjeuner? Tu es exténué. Je recherche toujours Sudo. Il n'est pas repassé? Je vois. Tu es donc motivé pour le convaincre. C'est un atout crucial pour notre classe. Je l'ai enfin compris. Il s'en est passé des choses à ce que je vois. Après qu'il lui ait demandé comment sa jambe allait, sans réelle conviction, nous dira-t-elle plus tard, elle proposera à son camarade de classe d'aller chercher Sudo ensemble, mais il refusa. Pour ce chapitre, on a un mélange d'éléments présents et absents dans l'anime. Ça commence par quelque chose d'inédit. Les épreuves obligatoires sont over. J'ai oublié de vous le dire, mais Ayano Koji a repris la narration. Et on apprend qu'il participe à la chasse au trésor car il a gagné au pierre-feuille-ciseaux. Dans chaque classe, il avait 3 filles et 3 garçons, mais la chasse n'était pas mixte et c'était un élève par chasse. On retrouve donc à chaque phase une bataille à 4 avec une personne par classe. Et on commence à voir le poids de l'absence de Sudo, notamment pour les remplacements. Hirata demande l'opinion d'Ayano Koji et ce dernier lui dit qu'il n'en a pas besoin pour faire le bon choix. Et notre délégué décide de débourser 100 000 points. Il dit que la classe D est dernière en termes d'épreuves individuelles, donc faut maximiser ses chances avec les optionnels. Et il pense à Ike ou Yamauchi car avec des points bonus pour les examens, ça pourrait les motiver. Et Ike est désigné avec un pierre-feuille-ciseaux. En quoi consiste la chasse au trésor? Il y a une boîte avec des papiers où est inscrit une consigne ou un butin à trouver pour passer la ligne. La difficulté est aléatoire, on peut demander à changer de papier à l'arbitre, mais il y a 30 secondes de pénalité. Et la manche se termine lorsqu'il y a 3 vainqueurs. Ça commence avec Ike qui demande la chaussure gauche du protagoniste, qui dit que c'est impossible car il sera dans la capacité de courir pour sa manche s'il la lui donne. Mais ses concurrents n'étant pas assez rapides, Ike en a trouvé une autre et a fini premier. Maintenant, c'est au tour de Kiyotaka Ayano Koji. Le papier dit amener 10 amis. Il dit c'est mort, un ami c'est déjà chaud, alors 10 impossible. Mais il se confessera auprès de nous lecteurs en disant que seuls Orikita et Sudo sont ceux qui pouvaient considérer comme amis. Et il demande à changer de papier. Deuxième papier, amener la fille que vous aimez. Il dira à haute voix non, 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 non. Il demandera un troisième papier, qui est de ramener une horloge de table. Mais à cause de la pénalité et par manque de temps, il finira dernier. L'épreuve est finie, devinez qui est encore la narratrice, Orikita. Eh ouais, on arrive au moment où elle croise Sudo. C'est globalement comme dans l'anime, donc je vais survoler tout ça. Elle tente de le convaincre en disant que s'il abandonne, la classe est perdue, lui dira de se remettre en question sur beaucoup de choses, et lui n'apprécie pas qu'on vienne juste lui faire la morale. Il comprend, mais est un peu défaitiste et petit à petit devient impulsif. Orikita, fidèle à elle-même, dira de lui qu'il est toujours aussi immature. Ferme-la, lui dira Sudo. Orikita le met au défi de la frapper. Et face à la réticence de Sudo de frapper une fille, elle continue la provoque disant qu'elle le frappera avant qu'il ne la touche. Ça s'apaise et il se lamentera car par elle, personne n'est venu le chercher. Orikita, ne souhaitant pas évoquer qu'Ayano Koji est celui l'ayant poussé à aller le voir, commença à voir un Sudo cherchant à se confier comme pour soulager sa conscience, dira-t-elle. Le bouc cherchait juste à être respecté. Orikita lui dit que eux deux sont pareils, ayant le même désir mais ne comptant que sur eux-mêmes. Et la fin de leur discussion commence par l'autoflagellation de Sudo qui dit que ses géniteurs sont des déchets, donc par extension il en est un. Et venir dans ce lycée est un moyen d'être différent d'eux, mais c'est loupé. Non, le bouc n'a pas l'air d'avoir la vie facile, hein. Orikita, se sentant toujours concernée par ces situations, tenta de le raisonner en disant que nous ne sommes pas le reflet de notre famille. Sauf que elle parlait du cas inverse où elle n'est pas un génie. Mais Sudo avait perdu toute volonté de se battre et dira à Orikita de s'en aller. Mais comme vous le savez, elle refusa et a prévenu qu'elle attendra son retour jusqu'à ce qu'il revienne malgré que la sonnerie de la fin de la pause déj ait retenti. On revient sur Ayano Koji et on approche de la révélation de l'identité du traître. C'est pas dans l'anime, l'épreuve du tir à la corde omnidirectionnelle venait de se terminer. Et c'est soldé par un échec face à la classe
classe B. Ayanokoji nous dit que le plus blessé psychologiquement était le délégué car il avait encore payé le remplacement de sa poche et c'était déjà la 3e fois, nous dit Ayanokoji. 2 pour Sudo et 1 Orikita. Et si on en rajoute 1, ça fera 500 000 points de dépensés. Non, il a le portefeuille solide, mais c'est beaucoup. Il a pu se le permettre grâce aux sommes gagnées sur l'examen du bateau. Soucieux de son camarade, Kiyotaka trouve plus judicieux de laisser ceux qui remplacent payer. Mais le Hirata trouve ça énorme et prend la responsabilité des remplacements. C'est impensable pour lui de demander ça aux gens. Mais Koji lui rappelle que c'est la faute de Sudo, c'est lui qui a lâché la classe. Surtout qu'il t'a mis une bonne pêche, Hirata. Bref, là on arrive à la course à 3 pieds mixte. Ce passage n'est pas dans l'anime, mais Kushida se propose pour participer et pour payer. Hirata, étonné, finira par accepter. Et Kushida s'en alla le dire au professeur pour aller s'inscrire. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Car Ayanokoji se propose pour cette course, donc de constituer un binôme avec Kushida, et propose aussi de payer. Il dira qu'il a la volonté de le soulager et dit qu'il a un mauvais pressentiment concernant cette épreuve. Et veut au moins marquer un point. Donc il rejoint Kushida et annonce à Shabashira qu'il remplace Sudo. Elle fut étonnée et lui lâcha. Et dire que tu es du genre à rester spectateur. Bref, le nouveau duo se prépare et on voit Mastar Ichinose et son camarade Shibata. Mastar leur dit que depuis le début du festival, elle n'a pas eu de première place. Juste 2e une fois, 4e et 5e. Et elle ne devait pas participer à cette épreuve, mais elle remplace une fille s'étant tordu la cheville. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas Kinoshita, calmez-vous. Ce moment passe et passons aux choses sérieuses. C'est un peu comme dans l'anime, mais vous verrez. Ayanokoji demande à Kushida de serrer la corde car c'est mieux qu'une fille le fasse. Il dit ok, et pourquoi tu l'as fait avec Orikita en faisant référence à l'entraînement? Il dit oh, elle observe bien les gens, elle. Maintenant, elle dit oh, c'est bizarre qu'elle sèche pour chercher Sudo. Naïvement, il répond que ça le surprend aussi. Et bam, elle dit t'en as pas l'air pourtant. Et là, tout bascule pour notre protagoniste. Il avait pour volonté de la surprendre et comme dans l'anime, il lui fera avouer qu'elle est la taupe. En lui disant l'avoir vu prendre en photo les rôles de chacun écrits sur le tableau, elle feinera d'avoir oublié que c'était interdit et voulant toujours faire comme si de rien n'était, Ayanokoji affirme être sûr qu'elle a divulgué les infos. En utilisant le conditionnel, elle demandera pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi. Il lui dira que pour lui c'était inutile et évoque intérieurement sa logique. Il pouvait très bien demander à nouveau à la prof de voir le tableau et prendre une photo et l'envoyer à Ryuen. Devant une Kushida qui nie en bloc, il propose d'aller voir la prof pour demander si quelqu'un a en effet cherché à voir le tableau. Elle resta muette un moment, dira-t-il, et son sourire disparut, signe de culpabilité selon lui, et elle souriait de nouveau. Et elle avoue, oh la traître! Et elle sait que notre prota a les mains liées car elle a encore la preuve de son uniforme où il avait posé sa main. Et elle le dit clairement, et il le sait, et il dirait qu'il n'agira pas, il ne dira rien, mais il cherche à savoir ce qu'elle a demandé en échange des informations. Et elle affiche enfin sa volonté de faire expulser Orikita au point de trahir sa classe, sauf qu'elle n'est plus sa seule cible, lui aussi l'aide désormais. Mais bon, ça vous le saviez déjà, et que c'est une fois débarrassée d'eux qu'elle cherchera à viser la classe A. Ayanokoji, plein de sang-froid, lui demandera que ferait-elle si Ryuen la dénonçait. Elle dit ne pas être bête et ne pas avoir laissé de traces, mais c'est un risque à prendre même si elle sait qu'il est menteur et trompe les gens. Retenez bien ça pour le prochain volume. Ayanokoji intérieurement dira qu'avoir un trait dans ses rangs, avec le système compétitif qu'impose l'établissement, rendait la victoire très difficile. Il dira que la classe est aussi fautive car personne d'assez talentueux pour retourner la trahison de Kushida contre elle. Et cette folle dira que c'est dommage qu'il n'ait pas pu sauver Orikita, qui s'est bien fait harceler. Et elle est tellement fausse, je suis choqué. Elle propose de payer les 1 million. Elle fait crarer de plaider la cause d'Orikita. Alors qu'elle veut la verser? Mince, c'est fort, mais pourquoi toute cette hate? Bref, en tout cas, les ennemis jurés, j'emploie les mots du protagoniste, se sont mis en route pour la course à 3 pieds. C'est vraiment drôle comme situation. Bref, qui est de retour? Orikita. 1 heure fut passée depuis le départ de Sudo et on devait être arrivé à la dernière épreuve. L'absence de Sudo a dû nous être fatale, même si j'étais persuadée qu'Hirata et les autres avaient fait tout leur possible. Pour ma part, j'étais tellement impuissante que j'attendais comme une idiote devant l'ascenseur. Je ne pouvais pas revenir non plus au chapiteau pour me retirer du festival car je n'avais pas la possibilité de payer quelqu'un pour me remplacer à cause du harcèlement de Ryuen. Il y avait aussi une autre raison qui me faisait rester ici. Il suffisait que je parte ne serait-ce qu'un petit moment et que Sudo arrive durant cette période-là pour qu'il se décourage pensant que je n'avais pas tenu parole. La défaite de la classe D était certaine, mais je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour ne rien regretter. Je croyais en lui, en son retour, et ma patience fut récompensée. C'est un passage vraiment comme dans l'anime. Orikita lui dit qu'elle a beaucoup réfléchi et trouve qu'ils sont pareils. Ce n'est pas l'avis de Sudo en tout cas. Elle persiste et décide de lui révéler que son grand frère est le président du conseil et il fait le lien avec sa demande de vouloir courir avec lui. Ça, je vous en ai déjà parlé plus tôt. Et elle explique donc son objectif de vouloir se faire remarquer par son frère, d'où son manque de sociabilité et sa solitude qui découle de cette obsession. Sudo se montre à l'écoute et elle dira avoir enfin remarqué qu'elle n'était pas talentueuse. Mais elle n'abandonnera pas et c'est ce qui fait la différence entre elle et Sudo. Il lui dira que cette voie sera douloureuse pour elle
et contre toute attente, elle va commencer à mettre un petit peu d'eau dans son vin. Elle assume avoir eu tort de laisser tomber son camarade dès qu'il devenait violent et promet de toujours l'aider à le remettre sur le droit chemin jusqu'à leur diplôme. En espérant qu'il lui prêtera sa force en échange, tout ça droit dans les yeux et Sudo trouva que les mots d'Orikita avaient enfin un poids. Je te le redemande, Sudoken, prête-moi ta force. Orikita. Sudo serra les poings très fort et se frappa le front avec. Ah, je sais pas ce que c'est ce sentiment, mais j'ai finalement ouvert les yeux. Il dit cela et fit un pas en avant. Je vais coopérer avec toi, Orikita. C'est comme si on venait de reconnaître ma valeur en dehors du basket pour la première fois. C'est pour ça que je t'aiderai. À ces mots, je me sentis rayonner et un sourire naturel vint m'envahir. C'était la première fois que je ressentais ça et mon cœur battait la chamade. Tout ce que je pouvais dire, c'est que ce n'était ni de l'amour, ni de l'amitié. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, je sentais un sentiment de camaraderie différent de ce que j'avais expérimenté jusque-là avec Ayano Koji et mon frère. J'avais enfin réalisé qui j'étais vraiment. J'espérais maintenant avoir fait un premier pas dans la bonne direction. Non, cet épilogue frisson, c'est vraiment la review de l'épisode 2 de la saison 2 que j'avais réalisé et que vous trouverez sur mon compte. 3 ans plus tard, je reste encore bouche bée sur ce qu'Ayano Koji a fait. Et encore plus quand j'ai revu l'épisode en sachant ce qui se passe dans le LN. Parce que c'est encore plus incroyable. Et il faudra surtout tenir compte de ce que je vous ai dit dans le volume précédent, vous comprendrez pourquoi. Donc Sudo revient avec sa classe juste à temps pour le relais 1200 mètres. Comme dans l'animé, il s'excuse auprès de sa classe et surtout de Hirata qu'il avait cogné. Ayano Koji nous dit que les excuses se sont enchaînées, notamment après celle d'Ike sur son apport sur le plan sportif. Ceux qui parlaient mal de Sudo ont admis ne rien pouvoir faire de mieux que lui sur le plan sportif. Ça l'a laissé reprendre sa place au sprint, en même temps je pense que ça soulage bien le portefeuille d'Hirata. Puis Orikita demande un changement, Hirata lui demande si elle est sûre vu qu'elle tenait à ce relais, puis elle s'inclina comme Sudo d'ailleurs, ce qui n'est pas dans l'anime. Et Ayano Koji l'a vu honnête pour la première fois et la voyait un peu frustrée de ne pas pouvoir être auprès de son frère et d'avoir été détruite par Yuen avec les mains tremblantes. Du coup pour le relais, 3 filles, 3 garçons, Kushida en remplaçante, Maezono et Onodera. Et comme dans l'anime, Miyake se désiste à cause d'une entorse et Ayano Koji se propose et décide de payer jusque-là, c'est comme dans l'anime. Sauf que des doutes apparaissent et Hirata est obligé d'intervenir pour dire ouais, j'ai déjà vu courir, ne vous inquiétez pas, ça calme tout le monde. Ça veut positionner Sudo en premier pour qu'il rattrape tout le monde. Bon, c'est là que ça devient intéressant. Ayano Koji nous dit que certes pour la classe D le festival c'est mort, mais il faut gagner pour changer la donne pour les événements futurs. Et là, discussion entre notre prota et le délégué. Ils ont grave comploté. Et on comprend qu'à la base, Hirata devait se désister pour laisser Ayano Koji courir. Il y avait une volonté de surprendre Ryuen de la part d'Hirata. Et Ayano Koji dit qu'il ne va pas le décevoir. C'est la course, Sudo dépasse les 11 autres participants puis le donne à Hirata. En somme, c'est vraiment comme dans l'anime et je passe direct au moment où on voit Nagumo et Orikita fils. Et le premier dira qu'il gagnera vu la position de son camarade et qu'il aurait aimé partir en même temps que lui. Regardant approcher son camarade Nagumo de la première A Rikana. Il y avait 30 mètres d'écart entre ce dernier et le coureur de la terminale A. Vu qu'ils avaient le même niveau, la victoire semblait être jouée d'avance. Même en termes de points globaux, nous sommes les probables gagnants. C'est l'aube d'une nouvelle ère. Tu veux vraiment changer le système? Jusqu'à maintenant, le conseil s'est trouvé trop conservateur afin de protéger la tradition. Autant dire, zéro fun. Bien que tu joues au dur, tu laisses toujours un filet de sécurité. Ton règlement mou qui n'a aucune valeur contraignante pour les expulsions ne fera plus effet car désuet. Je créerai un nouveau système de règles bien plus adapté à une méritocratie comme la nôtre. Nagumo dit cela tandis qu'il s'approchait un peu vers l'avant, se préparant à recevoir le témoin qu'il saisit dès son arrivée. Peu de temps après, Shibata reçut son témoin dans des conditions idéales de deuxième et décampa à vive allure. Vous voyez, ça commence déjà à parler de vision en tant que président et c'est intéressant. Mais on passe à l'interaction entre le président actuel et le voisin de classe de sa sœur. Ce dernier lui dit que c'est sa sœur qui aurait dû avoir la dernière position. Puis Orikita fils dirait qu'il trouva le changement de la classe D intéressant parce que pour lui au départ ils étaient finito. Puis Ayano Koji comme dans l'anime dira aussi que sa sœur a changé. Assez net face à ça, Orikita fils dira: et toi alors, je ne ressens pas la moindre passion. Je suis moi-même, je me fie de ce festival dont l'issue est déjà décidée. Les sentiments de la classe, les sentiments de Sudo, les sentiments d'Orikita, rien de tout ça ne m'intéresse. J'ai juste eu un pressentiment. Tu ne le verras pas car tu seras diplômé, mais notre classe deviendra plus forte. Ce n'est qu'une supposition qui ne me fait ni chaud ni froid. Alors qu'il regardait son camarade approcher, je le stoppais net avec mes mots. Dans ce cas, tu serais moins intéressé de voir quel genre de personne je suis exactement? Pardon? Oh! Ayano Koji avenant et lui propose de l'affronter en lui disant d'abandonner l'idée de finir deuxième. En mode, c'est pas tous les jours qu'un second et un terminal peuvent s'affronter. Étonné de voir ça du gars discret et désintéressé, Manabu qualifie Ayano Koji de fascinant. Intéressant. Orikita Manabu ne fit plus aucun mouvement après avoir reçu le témoin. Le plus étonné fut le 5e coureur de la terminale A qui ne comprit pas la situation alors qu'il avait fait tout son possible pour arriver rapidement. Mais rien à faire, il resta immobile. Bien joué.
Le cinquième coureur partit visiblement sous le choc de l'attitude d'Orikita Senpai. Autant dire que c'était du jamais vu. Les spectateurs qui avaient remarqué ça se tournèrent vers lui tandis qu'il se faisait dépasser petit à petit attendant toujours. Kushida approcha enfin et réalisa que la situation était bizarre mais elle courut à toute vitesse dans ma direction. Je ne dirai qu'une chose avant qu'on ne commence. Je t'écoute. Alors que nous fûmes en position, je lui dis la seule chose que j'avais à dire. Donne tout ce que tu as. Pendant un instant, j'ai cru que ce dernier rit alors qu'il n'était plus dans mon champ de vision. C'est à ce moment-là que le témoin me fut donné. Ayanokuchi! Je courus aussitôt à pleine puissance. Jusqu'à maintenant, dans ce vaste monde, je n'avais couru aussi sérieusement de ma vie. La situation était complètement différente de quand je courais avec indifférence dans cette pièce froide et inhumaine. Nous n'étions que début octobre et l'hiver n'était pas encore là, mais j'ai senti une douce brise fraîche m'emporter. Je n'avais plus rien à faire des autres coureurs, seul cet homme m'intéressait. Comme si nous chevauchions le vent à toute vitesse, nous fûmes presque au même niveau et nous avions rattrapé le coureur devant nous. C'est une blague? Alors qu'il fut dépassé, il laissa échapper un cri de surprise et fut abandonné dans la poussière. Je ne pouvais plus entendre le public et ses acclamations ou bien le brouhaha alentour. Il n'y avait ni stratégie ni ingéniosité, seulement un combat d'homme à homme avec Orikita Manabe. Nous prîmes le premier virage, ensuite le couloir droit pour finir sur le virage final. C'est à ce moment-là que je pensais à accélérer encore plus. Des acclamations résonnèrent avec force dans tout le terrain. Wow, quelle course palpitante! Mais on n'en verra pas l'issue comme dans l'anime où c'est après qu'on apprend dans sa discussion avec Karuizawa que quelqu'un est tombé devant lui. Toute cette scène avec Karuizawa, Sudo qui le sauce et Orikita qui le frappe car il aurait dû utiliser cette vitesse avant et que maintenant il va attirer l'attention, c'est pareil, juste cette scène ne se passe pas en classe mais juste après l'épreuve, donc encore au festival. Et voici ce que notre prota dit. Contrairement à des gens rapides comme Shibata ou Hirata ou bien des gens qui se donnaient à fond depuis le début comme Sudo, je ne prenais pas au sérieux ce festival. Certes, j'aurais pu aider pour qu'on en obtienne des résultats, mais c'était mieux ainsi car on donnait l'impression à Ryuen qu'on me gardait en réserve jusqu'au bouquet final et que c'était Hirata et Orikita qui avaient tout manigancé dans l'ombre. Or, pour quelqu'un comme lui qui aimait surprendre, il n'y avait pas meilleure stratégie pour l'irriter. Puis annonce des résultats. C'est l'équipe rouge, soit A et D, qui remporte le festival. Au classement des secondes, la D est dernière, suivie de la A, la C est deuxième et enfin la B première. Chez les terminales, c'est la A qui est première, mais pas chez les secondes, donc malus de 100 points. Pareil pour la D, la B, elle, a eu un bonus de 50 points, mais malus de 100 points à cause de l'équipe blanche. Pour Ayanokuji, ils ont certes reculé au classement, mais ce ne fut pas inutile car certains ont pu gratter des points pour des examens écrits. Ça va maintenant annoncer le meilleur élève de chaque année. On rappelle que Sudo avait un pari avec Orikita, mais c'est finalement Shibata de la classe B qui a été élu meilleure seconde. Et ce n'est pas étonnant vu que Sudo a raté pas mal d'épreuves. Orikita dira à Sudo que comme il n'a pas gagné, il doit avoir une punition qui est de ne plus utiliser la violence sans bonne raison. Mais attendez, ce n'est plus celle qu'on connaît. Comme elle n'a pas été à la hauteur, elle dit devoir être punie et lui laisse l'appeler comme il le souhaite. Faut voir comment il était content! Je vous mets un extrait mais qui découle sur quelque chose d'inédit pour les animés en ligne. Ce festival était génial, Suzune. Contente que tu as apprécié. Désolé d'interrompre vos célébrations, mais as-tu du temps à m'accorder? Alors que nous approchâmes du bâtiment des cours, quelqu'un nous interrompit. Ce fut une fille dont je ne connaissais pas le nom, mais qui était calme. Tout ce que je sais, c'est qu'elle faisait partie de la classe A. Je l'avais vue lors de la bataille des cavaliers. Peux-tu me rejoindre après t'être changé? Pourquoi moi? Je dois te dire quelque chose. Rendez-vous à 17h pile devant l'entrée principale. Aïe aïe, Ayanokuji, c'est quoi ce délire? Explique-toi! J'avais aussi pensé à une confession, mais je sentais autre chose qui émanait d'elle. Commença à me dire quelque chose. J'essayais de la stopper, mais elle partit en m'ignorant. Wow, mais qu'est pas ça, Ayanokuji? Ike lui dit, peut-être qu'il y a eu le coup de foudre suite à ton sprint. Bref, Orikita admet que la défaite fut totale, mais elle se sent évoluée et ne pensait pas avoir à se remettre autant en question un jour. Ayanokuji lui dit que c'est une bonne chose et est étonné qu'elle dise ensuite que sa classe deviendra plus fort et qu'ils iront en classe A. C'est pas le fait qu'elle dise aller en classe A le souci, c'est qu'elle inclut tout le monde. Et elle admet que l'ancienne version d'elle n'aurait pas pu faire ça. Et inédit. Elle dit que la classe a encore des soucis à régler, notamment en interne, et dit qu'elle va devoir se prosterner. Ayanokuji est grave surpris, surtout qu'elle n'en a pas dit plus, et est partie. Et pourquoi est-elle partie? Pour redevenir notre narratrice. Orikita est restée dans sa salle de classe en narratrice et elle nous dit que c'est pour attendre Ryuen, admettant qu'elle n'a fait que subir son rythme depuis le début sans pouvoir riposter, ce qui faisait d'elle une fille faible et pathétique. Mais elle devait le remercier pour ça, car elle a eu une prise de conscience. Bref, 1 million de points, c'est énorme, ça constituait une grosse lutte pour elle si elle venait à les donner dans le futur. Du coup, Kushida revient pour chercher Orikita et vont à la rencontre de l'antagoniste de Ryuen qui se réjouit que Orikita n'ait pas fui. Et vraiment, la scène, c'est la même que dans l'anime. Orikita demande à ce que Kushida arrête son cinéma et dit qu'elle sait ce qu'elle a manigancé et lui dit... Kushida Kikyo, je me souviens de toi. Nous étions dans le même collège. Elle ne pouvait garder son sourire longtemps si je lui révélais ça, et cela fit mouche. Elle fit une expression que je n'avais jamais vue auparavant, mais c'était toujours avec le sourire. Bien entendu que tu te souviens de moi, j'étais une fille à problème. Kushida arrêta ensuite de parler et regarda le sol en silence. Ce n'est pas exact. Comme actuellement, tu étais une fille qui avait la confiance de tout le monde, mais... Tu peux arrêter, je n'ai pas envie de parler du passé. Effectivement, c'est inutile. Il y a la discussion sur la volonté de voir Orikita expulsée, et selon cette dernière, il y a un risque que elle, Orikita, dévoile tout. Et même si Kushida est plus populaire, ça
sèmerait quand même le doute et Kushida ne pourra pas nier avoir été dans le même collège. Et la folle se défend en disant que si elle ose parler, elle va la traquer et entraîner son frère dans l'histoire. C'est le diable ou quoi? Sauf que ça a eu un impact sur Horikita qui s'est raidi d'un coup. Et intérieurement, elle dira que c'est parce qu'elle la connaît qu'elle la sait capable de faire ça. Et que si son frère est impliqué, alors elle aussi sera dans la deux-mesure car elle n'aura plus rien à perdre. Mais Kushida voulait sûrement éviter ça aussi, donc c'est pour ça qu'elle l'a fait discrètement. On arrive au moment où Ryuen réagit à une Kushida disant qu'elle ne veut plus aucune potentielle menace. Puis le seul homme de cette réunion secrète nargue Suzune en disant que c'est dommage de se faire trahir par une camarade. Dans un élan de sincérité, Horikita admettra encore, cette fois devant lui, qu'elle n'a fait que jouer son jeu depuis l'incident de Sudo. Et enfin, on arrive au cœur du sujet. Ce n'est pas dans l'anime, et Horikita dit ne pas pouvoir prouver son innocence. Et que c'est sûr qu'elle serait déclarée coupable, mais elle est quand même certaine que c'est Ryuen qui a prémédité tout ça. Et comme dans l'anime, elle veut avoir le fin mot de l'histoire. Et Ryuen dit vouloir nourrir sa paranoïa en parlant d'hypothèse. Hypothèse selon laquelle il a demandé à Kushida de se procurer le tableau de la classe et a ensuite placé les bonnes personnes aux bons endroits pour gagner. Horikita lui demande s'il ne pouvait pas faire mieux qu'utiliser ces deux championnes pour elle. Et Ryuen dira que les points ne l'intéressaient pas, juste la savoir au fond lui suffisait. Pour notre prota, la blessure n'était pas prévisible. Il l'admettra, mais ça l'a bien arrangé, dira-t-il. Et que même si Kinoshita s'était loupé, Horikita serait quand même considérée comme étant la fautive. Et cette situation était bénéfique pour lui. Et il a fait en sorte qu'elle s'entraîne à établir un contact visuel pour rendre ça plus naturel. Et d'un ton arrogant, il dira qu'il a infligé des blessures à Kinoshita et il mime les coups à base de BAM! Ça a carrément fait écho dans le couloir, car oui, ils sont dans le couloir et pas dehors. Et que pour 500 000 points, elle a accepté de se faire battre. Et ce fumier, bien qu'il ait raison, dira le pouvoir de l'argent, c'est quelque chose. Ça me fume. Et Horikita est glacée par les déclarations de Ryuen qui se livre autant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi franc. Et c'est là où elle sort son téléphone en mode dinguerie. Et c'est là que ça se passe vraiment comme dans l'anime. Ryuen met en avant qu'il avait dit que c'était une hypothèse. Et face à la menace d'Horikita de couper la partie compromettante, lui aussi sort son téléphone et on apprend qu'il a carrément sorti la caméra. Là, c'est comme dans l'anime, mais ça me fait trop plaisir de relire cette partie. Je vous suggère vraiment de regarder la review de l'épisode 6 de la saison 2 pour avoir ma réaction. Admets juste que ta défaite est totale, Suzune. Kushida rit gaiement et j'ai réalisé que j'étais encore humiliée. Ce n'est pas un ennemi qu'il faut approcher avec des stratégies conventionnelles. Jette ta fierté à la poubelle et fais un koto, Suzune. Alors que le glace avait sonné, je décidai de m'agenouiller. J'admets. Une sonnerie retentit près de moi et ce fut le portable de Ryuen qui fut en cause. Il avait l'air de ne pas y avoir fait attention au début, mais pour une certaine raison, il baissa un moment les yeux. Son expression devint sévère alors qu'il jouissait tout juste avant de la situation. Il prit son téléphone sans me regarder et je pus entendre depuis ce dernier une voix familière. Et là, c'est la preuve audio qu'il a tout manigancé. Je reviens pas dessus, mais c'était trop. Kushida demande des explications et Ryuen est admiratif et dit qu'il y a un traître dans sa classe et qu'il s'est fait manipuler car la trahison de Kushida a été prédite. La venue d'Horikita aussi était calculée, dira-t-il, et la personne qui tire la ficelle derrière Horikita est juste un génie et qu'il en a des frissons. Et Ryuen dira à Kushida qu'elle s'est fait avoir. Tous ses mouvements ont été calculés. Et c'est pas dans l'anime, mais elle s'interroge sur qui a pu faire ça et elle se questionne sur Ayano Koji en disant ne pas le savoir si intelligent en plus. Et ça va être intéressant de lire ce que dira Ryuen qui est inédit. Je le soupçonne aussi, mais pas de conclusion hâtive. Il faudra déjà voir si cette personne a laissé des traces au vu de la difficulté de faire un enregistrement pareil. Ça peut être même quelqu'un d'autre qui manipule d'une main de maître Suzune, Ayano Koji, voire même Hirata. Je vais prendre mon temps pour éplucher tout ça. Je n'ai pas eu les points et le koto, mais je vais me satisfaire de cette fin. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a utilisé un élève de l'AC pour enregistrer Ryuen, c'était sûr. Et puis je ne pouvais pas expliquer pourquoi il s'est mis à courir à pleine puissance face à mon frère alors qu'il aime rester discret. Mais c'est justement parce que je le connais que je pense à Ayano Koji Kiyotaka. Alors que des gens ont des doutes sur lui, il s'est mis à agir de façon audacieuse pour mieux les tromper. En effet, si celui qui tire les ficelles s'affichait dès maintenant sur le devant de la scène, alors on penserait encore à une diversion. Ayano Koji a fait ça pour qu'on le prenne pour un imposteur. Vu que rien ne put soupçonner Ayano Koji seul, cela montrait qu'il avait des pièges sans me le dire. L'expéditeur de l'enregistrement ne montrera rien de plus. T'es sûr que ça te convient? Il peut nous menacer là. S'il voulait vraiment donner tout ça à l'établissement, il l'aurait fait plus tard après que l'on ait déposé notre plainte pour plus de crédibilité. Je n'ai eu que la moitié de ce que je voulais, c'est déjà pas si mal. C'est fou, hein, là on a plus de contexte dans cette scène, notamment par rapport à la suspicion sur Ayano Koji. Et c'est vraiment plaisant. Mais pour un anime en ligne, ça ne sera pas aussi inédit, surprenant, riche en informations et surtout intriguant que cette fin de chapitre et fin de volume nous propose. Ayano Koji finit de se changer et rejoint la fille l'ayant convoquée. Elle reste muette quant aux raisons qui le font venir, mais elle lui dit tout de même qu'elle l'emmène dans un bâtiment spécial, un des rares endroits sans caméra. Mais où? La fille m'interrompit et me fit signe d'attendre. Elle alla dans le couloir et chuchota quelque chose à quelqu'un à travers une porte. Je peux disposer? Oui, merci Masami. Je compterai encore sur toi. Avec plaisir.
Et la personne regardant Ayano Koji avec un sourire froid n'est autre que Sakayanagi. Elle lui dit que le sprint a fait sensation et il l'interrompit et demanda s'il pouvait envoyer un message. Les mecs, est-ce que vous comprenez la dinguerie que c'est? On a deux points de vue, Horikita et Ayano Koji. Et on voit donc quand est-ce que Ayano Koji a envoyé l'enregistrement à Ryuen. Et pour ceux qui s'interrogent, comme je l'ai dit plus tôt, c'est en lien avec le volume précédent et l'ajout d'un terminal ou d'une carte anonyme, raison pour laquelle on ne sait pas que c'est lui. Et donc vous vous imaginez sûrement qui est le traître de la classe C à ce moment. Et c'est un élément qu'on ne peut pas facilement deviner dans l'anime. Bref, Sakayanagi est celle qui a fait venir notre protagoniste qui lui demande de faire vite et veut savoir ce qu'elle lui veut. Et elle dit que cette course lui a fait se rappeler quelque chose et souhaitait partager ce choc avec lui et elle le taquine en disant que ça sonne comme une déclaration et s'asseyait à côté de lui. Elle sortait à la mythique phrase qui est de lui dire qu'elle est contente de le revoir et que ça fait environ 8 ans et 243 jours. Et pour lui c'est une blague, il dit ne pas la connaître et elle s'amuse en disant que ce n'est donc pas réciproque. Avant de mettre les vraies choses, je tiens à dire que cette première rencontre est dans la fin de la saison 2 de l'anime. Genre vraiment la dernière scène mais elle est totalement hors contexte. Et maintenant, le show. Elle claqua sa canne plusieurs fois, je ne comprenais pas la signification de tout ça, alors je commençais à me lever pour partir. La White Room. Lorsque j'entendis ça, je me fichais. Je commençais à perdre toute rationalité et des pourquoi et des comment me traversèrent l'esprit. C'est déplaisant, n'est-ce pas, de savoir qu'un ennemi possède une info capitale à ton sujet? Pour la nostalgie, je voulais te passer le bonjour. Je regardais Sakayanagi tout en gardant mon dos face à elle. Je ne me rappelais vraiment pas d'elle et je sais que j'ai une bonne mémoire. Je suis sûr de ne l'avoir rencontrée que dans cet établissement. C'est compréhensible, tu ne me connais pas, mais le hasard fait bien des choses car je ne m'attendais pas à ce que l'on se retrouve ici. Pour être honnête, je pensais ne jamais te revoir, mais maintenant tout s'explique. L'île déserte, le bateau, l'affaire où vous avez frôlé l'expulsion d'un des vôtres, il n'arrivait pas à croire que tout venait d'Horikita Suzune. Tu es donc celui qui tirait les ficelles depuis le début. Il y a plusieurs stratèges dans notre classe, tu sais. Il ne fallait pas que je panique au risque de faire n'importe quoi. Tu parles d'Horikita Suzune ou bien d'Hirata Yosuke? De toute manière, maintenant que ton existence est établie, tous les autres acteurs importent peu. Elle me connaît donc vraiment. Et elle lui dit, détends-toi, je ne vais rien dire, car elle ne veut pas être interrompue, car elle est la seule pouvant enterrer le génie factice qu'il est. Oh! Et il lui dit, est-ce que je peux te demander quelque chose? Elle lui dit, vas-y, je te dirai même comment je t'ai connu. Il dit, non, ça je m'en fous, je veux juste te poser une question. Les deux se regardent droit dans les yeux et voici sa question. Peux-tu vraiment m'enterrer? Waouh! Mais qui est-il, Ayano Koji? Trop arrogant, j'aime trop. Et ça fait bien rire Sakayanagi qui dit qu'elle est excitée à l'idée de pouvoir enfin réaliser son souhait le plus cher. Et là vous me direz, quel est-il? Détruire la plus grande œuvre que son père n'a jamais réalisée. Ah! Mais de quoi parle-t-elle? White Room, œuvre d'art, le père d'Ayano Koji. Ça signifie quoi tout ça? Pour conclure ce volume, nous sommes plongés dans les pensées de notre protagoniste. Je dois dire que je le souhaitais aussi car ma défaite signifiait la défaite de cet homme. Du fond du cœur, j'aurais aimé que cette contradiction qui sommeille en moi disparaisse à jamais. C'est la fin de ce volume, j'espère qu'il vous aura plu, vraiment que des interrogations. Le père d'Ayano Koji, Sakayanagi, Ayano Koji. Non, vraiment, il y a trop de choses. On a vu Horikita qui se remet en question. L'arrivée du mastermind avec Ryuen. Et encore une fois, ce que Ayano Koji ne souhaitait pas est en train de se réaliser avec les taux qui se resserrent. Maintenant, il nous reste à savoir pourquoi Kushida déteste-t-elle Horikita. Ce volume nous a montré qu'il faut savoir composer avec les éléments de sa classe. Chacun a un atout et on l'a vu avec Sudo. J'ai bien aimé qu'Ayano Koji reconnaisse que Sudo est l'arme de sa voisine. Et le moment où il lui a fait comprendre qu'elle était faible. Le festival sportif était cool, mais il mettait plus en avant les tensions internes. Que ce soit en classe D avec la trahison de Kushida ou alors la classe A avec Sakayanagi et Katsuragi. Une Sakayanagi qui a enfin été introduite après 4 volumes et elle s'est bien faite remarquer. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain volume. Alors, beaucoup dans les commentaires m'ont alerté sur l'importance des volumes 4,5, 7,5 et même 11,5. Je suis conscient que c'est la suite directe des volumes qui les précèdent, mais ayant du retard et l'anime n'adaptant pas ces volumes, j'ai préféré continuer avec mon ordre, surtout que j'avais déjà commencé à écrire le volume 5. Et puis je suis honnête, je n'ai pas encore lu. Et puis je me dis que si je sors tout après avoir fini, un petit retour en arrière nous ferait pas de mal. Donc voilà, vous avez la raison pour laquelle je continue. Donc le prochain volume sera le numéro 6. J'avais dit 2 mois, c'est vrai, pour la sortie de ce volume 5, mais on est à 2 mois. On est le dimanche 14 septembre au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. J'espère qu'elle sortira fin septembre, comme ça je serai dans les 2 mois. Mais je pense que vous pourrez me pardonner. J'en fais pas une excuse, mais j'aimerais quand même que vous le sachiez. Comme je suis lecteur, auteur, monteur, éditeur, ça devient de plus en plus conséquent de vous sortir des résumés. C'est la raison pour laquelle ça met un peu plus de temps, surtout vu la quantité et la durée des volumes. Je vais essayer de raccourcir pour le volume 6, mais je ne promets rien. Mais en tout cas, un jour, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer le processus que je mets en place pour vous réaliser un résumé de light novel. Dernière information pour les anciens qui étaient là et manifestez-vous, sur TikTok,
TikTok et Instagram, je réalisais les reviews de la saison 2 de Classroom of the Elite. J'avais commencé à partir de l'épisode 5, donc ça correspond vraiment au début du volume 5, et au fur et à mesure que les tomes sortiront, je vais vous balancer les petites reviews que je faisais. Vous les trouverez donc sur mon profil en short et aussi sur mes autres réseaux. En parlant d'autres réseaux, je vous invite vraiment à aller me donner la force sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Sur Instagram, je fais des posts divers et variés. Ça peut être des quiz, des citations, des présentations ou des reviews. Et sur Twitch, tous les mercredis soirs, je vous invite à venir car je débat avec des potes sur les animés et les mangas. Pour ceux qui seraient curieux, je vous attends dès mercredi prochain. Et ceux qui sont impatients, les rediffusions sont disponibles sur ma chaîne Twitch. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, partagez à des personnes qui souhaiteraient connaître encore plus l'histoire de Classroom of the Elite. Cette fois, je donne pas de date, moi je donne rendez-vous pour le prochain volume de Classroom of the Elite.